Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à la visite de Franck Biya dans le Nord, notamment chez le Lamido de Ré Bouba. Panorama Papers note que le candidat putatif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la présidentielle de 2025 a rendu visite au Lamido Aboubakari Abdoulaye le jour du 40e anniversaire de l'accession de son père à la magistrature suprême, et cela n'a rien d'anodin. Mutation rappelle que le 6 novembre 2021, Franck Biya s'était rendu chez le sultan roi des Bamoun à Foumbane et un an après, jour pour jour, Franck Biya rend visite au Lamido de Ré Bouba et le fait le jour de l'accession de son père à la magistrature suprême, de la question de mutation que cachent ces visites du fils du chef de l'État aux autorités traditionnelles. Le Grand Nord a-t-il choisi Franck Biya comme l'affirme Info Matin? Le journal explique aussi que le fils aîné du président de la République est désormais en pole position dans les batailles pour la succession à la tête de l'État. Panorama Papers explique que Franck Biya est dans l'optique de la recherche d'un capital social grâce auquel il sera au bout du compte coopté, apprécié, valorisé, sublimé par conséquent, adoubé. Des signaux qui matérialisent, dit le journal en ligne, la préparation du fils de Paul Biya à accéder au pouvoir par le truchement du gré à gré. Franck Biya avance donc masqué, conclut le journal L'Indépendant. Réalité Plus, qui ne partage pas cette analyse, soutient que Franck Biya est allé à Ré Bouba pour saluer le Lamido et changer d'air, rien de plus. On veut bien, mais qu'il choisisse de le faire en arborant pour l'une des rares fois l'écharpe du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à cette occasion, qu'il le fasse au moment où le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron est reçu en audience au Palais de l'Unité par Paul Biya, le président de la République, qu'il le fasse le jour de la célébration des 40 ans de l'accession de son père à la magistrature suprême. Il y a là quand même beaucoup de coïncidences qu'il faut interroger. Et parlant justement des 40 ans de Paul Biya à la magistrature suprême, Cameroun Tribune explique les 40 raisons de fêter et met en exergue la mobilisation des Camerounais, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et des partis alliés dans la ferveur et l'enthousiasme. À cette occasion, dit la grande tribune, Laurent Esso a supplié Paul Biya de ne pas prendre sa retraite. Car, dit le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du littoral, il y a des fonctions pour lesquelles on ne doit pas prendre de retraite. Mais alors, rester en fonction, pourquoi faire? Après 40 ans, que cherche-t-il encore? Se demande Mutation, se demande le journal Le Messager, et le questionnement peut se poursuivre. Le bilan de ces 40 ans à la tête de l'État est-il tel que Paul Biya doit continuer à diriger le Cameroun, ou alors aller au village, pour reprendre ses propres termes? Que peut-il encore faire pour le Cameroun? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 13 novembre 2022 en direct de Yaoundé avec nos invités sur le plateau ce dimanche. J'introduis tout d'abord Justin Roger Noah. Justin Roger, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous les Camerounais qui chaque dimanche regardent votre programme qui est devenu une émission culte dans notre pays. Bonjour à tous nos militants, notamment dans la région du littoral 1, où nous venons de terminer les élections, en innovant encore, là aussi, avec le système de vote électronique. Je pense que les Cam doivent y jeter son regard. Permettez-moi de saluer nos camarades et sympathisants qui croupissent encore dans les prisons infestes du régime. Je rentre de Douala, où j'ai encore vu les conditions inhumaines dans lesquelles vivent nos camarades et les autres Camerounais là-bas. Mais je termine en poussant un cri de colère sur ce que je constate grâce au site katika.com relativement au ministère des Travaux publics, où là-bas, toujours ce ministère, avec le même ministre, M. Nganou, où là-bas ils ont attribué un marché de 244 millions, je veux dire, à une entreprise inconnue qui est au régime simplifié avec un chiffre d'affaires de maximum 50 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette entreprise est toute nouvelle. Et pour l'achat de 9 véhicules destinés au suivi des chantiers
dans ce ministère-là. Ce qui est curieux, c'est que la société qu'on a éliminée pour, dit-on, défaut de capacité financière est un concessionnaire automobile. C'est-à-dire que elle n'ira pas acheter les véhicules ailleurs comme celle à qui on a attribué le marché, mais a des véhicules disponibles qu'on peut visiter à tout moment. Curieusement, elle n'a pas la capacité financière. C'est une vulgaire entreprise, toute jeune, toute nouvelle, qui est inscrite au régime simplifié, qui en a la capacité financière. Il faudra que le ministère des Travaux publics nous explique ces choses-là. De la même manière, très rapidement, je voudrais dénoncer ce qui se passe, notamment au niveau de la commune de Saosi, où les dispositions de l'article 145, alinéa 2, du Code des collectivités territoriales décentralisées est foulé au pied. Parce que cet article dit clairement que les élus locaux, leurs conjoints et leurs ayants droit ne peuvent pas, et là je vais citer, fournir des biens et services ou des prestations contre rémunération à la collectivité décentralisée, territoriale décentralisée dans laquelle l'élu local exerce. Or, le maire de ça à plusieurs reprises, 3 fois, grâce aux recherches de ce que je viens de citer, katika.com, 3 fois, il a attribué des marchés publics au fils du 3e adjoint au maire de ça, ce qui est contraire à la loi. Et dans ces conditions-là, on se demande bien où est-ce que nous allons. Vous dénoncez, ça ne fait rien. J'ai dénoncé le maire de ça au consulpé. Ils m'ont répondu en me disant que je dois fournir des documents que j'avais déjà d'ailleurs fournis. Mais pour la tranquillité camerounaise, l'affaire est actuellement au TCS et nous avons d'ailleurs fait une confrontation, lui et moi, par devant les enquêteurs de TCS le 14 septembre dernier. J'ose croire qu'au moins celui-là rendra des comptes. Lui qui dépense 52 millions de francs pour carburant à ça alors que ça n'a pas de véhicule. Roger Justin Noah, merci, mais vous allez nous permettre de prendre le temps de faire des enquêtes sur ces questions que vous évoquez pour pouvoir en avoir le cœur net et donc pouvoir éventuellement mettre cela en débat. Et pour le deuxième sujet que vous avez évoqué, vous avez indiqué que l'affaire se trouve devant le TCS, donc on va attendre effectivement l'aboutissement de cette affaire qui est entre les mains de la justice. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de droit des réponses. J'introduis le professeur Edmond Bilois. Bonjour. Bonjour Duval. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Equinox, spécialement ceux de droit des réponses. Bonjour à mes copanélistes et je vous dis merci d'avoir invité le RDPC. Merci Edmond Bilois d'être venu sur ce plateau. Vous portez donc l'étendard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Maître Lavoisier Tchapi, bonjour et bienvenue. Merci Duval, bonjour à vous, bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui font confiance de regarder Droit de réponse, de regarder les émissions d'Equinox et qui sont sensibilisés sur la qualité de nos débats. Je voudrais, en ce dimanche, souhaiter un dimanche tout particulier à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale. Et si je souhaite un dimanche tout particulier à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, c'est pour l'interpeller une fois de plus sur sa responsabilité dans l'établissement et la délivrance des cartes nationales d'identité aux citoyens. Je voudrais vous dire, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, que la loi de 1990 sur la carte d'identité nationale rend la détention de ce document obligatoire. Tout Camerounais qui est âgé de plus de 18 ans doit obligatoirement avoir une carte nationale d'identité. Le décret du 4 septembre 2007 sur les modalités de confection et d'attribution et de délivrance de cartes nationales d'identité, ce décret de 2007 dit que c'est le délégué général à la Sûreté nationale qui est en charge de confectionner et de délivrer les cartes nationales d'identité aux citoyens. Je voudrais donc dire, monsieur le délégué, que si la loi rend la possession de cette pièce obligatoire, cette loi rend obligatoire également le fait que l'État puisse établir les cartes nationales d'identité et les délivrer aux citoyens. Alors on ne comprend pas qu'un citoyen puisse solliciter une carte d'identité, attendre 1 an, attendre 2 ans avant d'en avoir, parfois même ça ne sort même pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans votre ministère. Et je voudrais deuxièmement attirer votre attention sur une pratique extrêmement illégale qui s'est instituée au niveau de la délégation générale à la Sûreté nationale. Cette pratique consiste à proroger
les dates qui sont portées sur les récépissés des cartes nationales d'identité. Je voudrais donc dire à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale que le décret du 4 septembre 2007 qui décrit les caractéristiques de la carte nationale d'identité, ce décret dit à l'article 6, alinéa 2, que le récépissé de la carte nationale d'identité a une validité de 3 mois non renouvelable. Non renouvelable, monsieur le délégué, c'est la loi qui le dit. Je voudrais donc dire que la pratique qui consiste à porter le renouvellement sur les récépissés des cartes nationales d'identité dans les commissariats de police du Cameroun est une pratique illégale. Elle viole la loi, premièrement. Deuxièmement, porter une mention interdite par la loi sur un récépissé de carte nationale d'identité fait de ce document un faux document. Le document devient faux parce qu'il porte une mention interdite par la loi. Et beaucoup de Camerounais en sont victimes. Donc, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, la carte d'identité est obligatoire. Le citoyen doit le présenter à toute réquisition. Vous avez 3 mois pour la confectionner. Et je sais très bien qu'au niveau de la délégation de la Sûreté nationale, on peut faire une carte d'identité en 1 semaine. Mais la loi dit 3 mois. Pourquoi en 3 mois les cartes d'identité ne sortent pas? Pourquoi en 3 mois on est obligé de violer la loi et de porter des fausses mentions sur les récépissés? Vous amenez les Camerounais à circuler avec des faux documents. Et pour un service aussi sensible que la délégation à la Sûreté nationale, c'est extrêmement grave. Donc je voudrais demander à ce que vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire que cette pratique cesse. Parce qu'il y a des victimes. Il y a ce jeune homme à Fumbot qui a été emprisonné justement parce que fatigué de faire proroger illégalement, je le répète. Et justement, à ce sujet, Maître Lavoisier Sapi, il faut rappeler que cette semaine, il y a eu un rebondissement dans l'affaire Fundikou Daouda, qui a retrouvé la liberté, certes, mais qui doit continuer à se présenter devant les tribunaux parce que, dit-on, sa caution de mise en liberté a été payée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que son épouse, qui était enceinte, a effectivement mis au monde un enfant, je crois de sexe féminin, mais est décédée pendant l'accouchement. C'est une triste nouvelle. On avait ce devoir d'information, Maître Lavoisier Sapi, en rapport avec cette affaire-là. Je voudrais chuter sur 2 points. Pour attirer l'attention de monsieur le délégué à la Sûreté nationale, de ce que si après 3 mois, un citoyen qui a sollicité sa carte d'identité ne l'a pas obtenu, il peut assigner l'État du Cameroun en dommages et intérêts. Et on va condamner l'État. Parce qu'on ne donne que de délai de 3 mois pour obtenir la carte d'identité. Et nous connaissons la valeur, nous connaissons la nécessité de la carte nationale d'identité dans la vie civile des citoyens. Donc, il faudrait faire un peu attention. Je voudrais également dire que les magistrats qui condamnent les gens pour défaut ou pour non-détention de carte nationale d'identité commettent l'erreur. La personne qu'il faut condamner, c'est l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun a l'exclusivité de faire et de donner les cartes d'identité aux citoyens. Quand le citoyen n'a pas, c'est l'État qui est responsable, ce n'est pas ce citoyen. Donc, même les policiers en route qui arrêtent les citoyens parce que leurs cartes d'identité sont périmées ou que les récépissés sont périmés, etc., c'est l'État qui est responsable de ces situations, ce n'est pas ces citoyens-là. Donc, il faut qu'on évite de brimer des citoyens pour des responsabilités qui incombent à l'État. Enfin, je voudrais annoncer à tous nos citoyens que j'ai créé le mouvement Un Camerounais, une carte nationale d'identité. À partir de janvier 2023, ce mouvement va entrer en activité pour permettre aux citoyens de jouir de leur droit de posséder une carte d'identité. Et on va expliquer à l'État son rôle régalien, qui est l'obligation. L'État, on ne supplie pas. On a donné à l'État l'obligation. L'État est aussi obligé de donner ces cartes d'identité-là. Donc, en janvier 2023, nous allons lancer le mouvement Un Camerounais, une carte nationale d'identité. Tous ceux qui ont les récépissés prorogés, si en 2023 vos cartes ne sont pas sorties, nous allons nous organiser pour amener l'État à vous donner les cartes nationales d'identité. Parce que c'est un devoir régalien de l'État, il faut qu'il l'assume, il faut qu'il le mette en pratique, et il faut que les Camerounais en bénéficient. Merci Maître Lavoisier Sapi. Je rappelle que vous êtes cadre du Social Democratic Front, un parti politique de l'opposition au Cameroun. Edmond Kamgia, bonjour. Bonjour Duval Fangwa, bonjour à mes copanélistes.
Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Edmond Kambia, vous avez la parole, vous la gardez. L'actualité cette semaine a été fortement dominée par la visite de Franck Biya dans le Nord, notamment cet échange qu'il a eu avec le Lamido de Rebouba. Cela fait les choux gras de la presse, mais il y a une polémique qui est née au sujet justement de cette visite. Vous avez par exemple le journal Panorama Papers, c'est un journal en ligne qui indique que cette visite n'a rien d'anodin. Par contre, vous avez Réalité Plus qui soutient que ce n'est qu'une visite de courtoisie. Franck Biya est allé rendre visite au Lamido de Rebouba pour le saluer et changer d'air. Quelle est l'analyse qui, de votre point de vue, se rapproche le plus de la réalité? L'analyse qui se rapprocherait le plus de la réalité, c'est que ce n'est pas une visite anodine, compte tenu du contexte socio-politique dans lequel nous nous trouvons, compte tenu de toutes les considérations que l'on peut voir selon les affaires en cours devant le tribunal criminel spécial, compte tenu de la mobilisation des citoyens sur des causes qui concernent les libertés et la démocratie, sur des causes qui concernent la justice, la nécessité de rendre compte sur les grosses affaires en cours, mais particulièrement par rapport à la guerre de succession au pouvoir actuellement. C'est pour cela que ça ne peut pas être seulement une visite de courtoisie. Parce qu'on pourrait se poser une question, pourquoi maintenant? Il aurait pu le faire depuis. Il avait tout le temps. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait cette visite de courtoisie dans un contexte fort sur le plan politique et même politicien actuel? C'est vrai, nous avons lu dans les journaux des commentaires, des analyses qui ont été faites par rapport à la possibilité pour Franck Biya de préparer ainsi, à travers les grandes manœuvres qui commenceraient à mieux se positionner. Et l'élément qui peut donner lieu, qui peut valider cette façon de voir, c'est l'écharpe du RDPC qu'il a arborée. On l'a rarement vu avec l'écharpe du RDPC. Beaucoup de Camerounais se demandent si véritablement il a été militant du RDPC avant le jour où on l'a vu porter cette écharpe. Et également d'autres questions que l'on peut se poser, qui sont en lien avec la situation actuelle où des clans s'affrontent au sein du pouvoir dans le sérail pour la succession de Paul Biya. Et certains disent, commentent et laissent croire qu'il pourrait être l'élément fédérateur de tous les clans. Ce qui pourrait expliquer des commentaires qui vont dans le sens de son engagement, du début officiel, visible de son engagement politique, à travers les images de la visite qu'on a vue. Ça ne pourrait pas être une visite de courtoisie, ou une visite touristique, ou une visite, j'allais dire, personnelle, qu'il effectue dans cette partie du pays. Parce que rencontrer une autorité traditionnelle de cette dimension, dans un contexte actuel, ne peut pas être considéré comme quelque chose de simple. Et tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent vont dans ce sens-là. Mais Edmond, comment est-ce que, je veux dire, de votre avis, la perception que vous avez en échangeant avec des Camerounais dans la rue, avec des analystes politiques, quelle est la perception que vous avez? Il me semble quand même qu'il y a quelque temps, lorsqu'on le voyait sortir, par exemple l'année dernière, lorsqu'il allait rendre visite au sultan roi des Bamoun, oui. Bon, cela n'avait pas suscité grande réaction. Les gens semblaient plutôt accepter ou acquiescer que bon, c'est le fils du chef d'État. Oui. Mais est-ce que c'est la même réaction aujourd'hui lorsque la presse annonce qu'il a rendu visite au Lamido à Aboubakary Abdoulaye? Quelle est la réaction, quelle est la perception de l'opinion publique de cette visite dans le Nord? Vous savez, l'opinion publique n'a pas une perception unanimiste. Oui. L'opinion publique, c'est le large public. Les opinions sont diverses et variées. Oui. Et on ne peut pas, de manière péremptoire, mettre en relief une seule perception au détriment des autres. Il faut tenir compte de toutes les perceptions qui rejaillissent sur la scène publique, qui rejaillissent sur la scène politique. Et aujourd'hui, il faut davantage
travailler dans le sens des questionnements. Parce que c'est ça qui importe aujourd'hui, c'est les questionnements. Parce que dans votre propos liminaire, vous avez dit quelque chose de très important. On a le sentiment qu'il avance masqué vers la succession du président Paul Biya, qui est son père. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ou alors, c'est une fausse piste? Parce que cela pourrait être une fausse piste également. Il faut avancer toutes les hypothèses possibles dans le contexte actuel, où on le voit. Au niveau, vous savez, la Constitution, au niveau de son préambule, dit que la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui l'exerce à travers le président de la République et le Parlement. Donc, en dehors du président de la République, il y a également une source légitime qu'il faut observer de pouvoir. C'est le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale. Et nous sommes en mois de novembre. Il y a une session qui s'ouvre au Parlement. Il faut beaucoup observer ce qui va se passer au Parlement. Parce que il peut arriver qu'il y ait des choses très politiques au-delà des affaires habituelles, au-delà des débats habituels qui concernent la session de novembre. C'est une invitation que je fais aux observateurs de suivre de près ce qui va se passer au Parlement, en relation, plus ou moins, avec tout ce qui se dit au sujet du fils du président de la République. Mais, pour terminer sur cette partie, je dois dire que le Cameroun n'est pas le Togo. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un pays très complexe. Il n'est pas évident que ce qui se passe ailleurs se passe également au Cameroun. Roger Justin Noah, il y a cette question que Mutation pose et que nous voulons reprendre en notre compte. Que cachent ces visites de Franck Biya, fils du chef de l'État, aux autorités traditionnelles? Le 6 novembre 2021, il était à Foumba, il a rencontré le roi des Bamoun. Ce 6 novembre 2022, il est au Lamida de Ribouba, où il rencontre le Lamido Aboubakari Abdoulaye. Que cachent ces visites? Bien, je voudrais dire que M. Franck Biya est un Camerounais, c'est un citoyen camerounais qui est libre de se déplacer. Pour nous, au MSC, il est libre de se déplacer comme il le veut. Il peut y avoir problème lorsque les moyens de l'État sont utilisés abusivement. Mais ce qui est important, parce que je comprends bien le sens de votre question, c'est-à-dire qu'il pourrait être le candidat du RDPC, peu importe pour nous. Ce qui est important pour le moment, pour l'instant du Cameroun, c'est que les règles du jeu électoral soient justes, équitables, de telle manière à permettre des élections crédibles, transparentes. Parce que, voyez-vous, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à redire sur le code électoral, tout au moins le code électoral. La question, par exemple, des jeunes de 18 ans qui ne peuvent pas participer au jeu électoral alors qu'ils peuvent aller en prison. Je ne sais pas si on forme des citoyens à cet âge-là qui doivent plutôt aller en prison que de participer au choix de ceux qui vont les diriger. Et toute la classe politique est d'accord qu'il faut revoir ces dispositions-là. Et là, revoir ces dispositions-là appelle à une réforme, n'est-ce pas, de la Constitution. De la même manière, vous avez un article important dans la loi de 2004 établissant le Conseil constitutionnel qui vous dit que dans le cas du contentieux relativement législatif, vous devrez dans votre requête indiquer le nom de ceux qui ont été élus. Alors qu'à ce moment-là, au moment du contentieux électoral sur la question, vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, vous ne connaissez pas encore ceux qui ont été élus, parce que c'est cette chambre constitutionnelle qui elle-même doit proclamer les résultats. Elle n'a pas encore proclamé les résultats, mais on vous demande déjà de dire qui a gagné l'élection dans votre requête. Ça, c'est autant de dispositions qui font que nous pensons avec la majorité des forces vives du pays qu'il faut réformer le système électoral, ou tout au moins le code électoral. Et je pense que c'est ce qui est plus important pour nous. Parce que si, dans ces conditions-là, de transparence dans l'élection, M. Franck Biya a été élu, ce ne serait pas un problème pour nous. Mais je voudrais, pour étayer davantage mon propos, attirer l'attention des uns et des autres sur la représentation nationale. On vous dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Ça veut dire que les gens qui sont là
représente le peuple. Logiquement, il devrait représenter le peuple en fonction de la population. On l'a fait pour les conseils municipaux, même s'ils n'appliquent pas entièrement. D'ailleurs, ils sont coutumiers d'être illégalistes. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont légalistes. Ce sont des illégalistes. Vous avez une des régions où vous avez un député pour 89 000 habitants. Vous avez des régions où un député pour 31 000 habitants. Allez faire le calcul. Vous prenez la région du Sud. Vous allez vous rendre compte là-bas, il tourne autour de 40 000 habitants, un député pour 40 000 habitants. Mais lorsque vous allez à l'extrême nord, ça fait un député pour 71 000 habitants. Vous revenez dans certaines localités, même du centre, vous avez plus de 50, un député pour plus de 50 000 habitants. Pourquoi autant de disparités? Si on est logique, on dit que ce sont les représentants du peuple, il faut que ce soit sur la base de la population. Tout simplement. C'est ça le principe. Maintenant, vous avez une institution comme le Sénat qui ne sert absolument à rien. Là-bas, on peut laisser comme on l'a fait, ça ne pose pas de problème. Mais le problème réside dans la représentation nationale. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir le code électoral. Donc, autant de sujets qui font que, autant de points qui font que, il faut à tout prix revoir le code électoral. Alors, mais pour nous... Donc pour vous, Roger Justin Noah, Franck Biya peut être candidat. Votre problème se situe au niveau de, je veux dire quoi, du jeu électoral, des textes d'encadrement juridique de l'affaire. Parce que on veut avoir des textes qui ne sont pas taillés comme c'est le cas aujourd'hui, on ne fait que le dire, taillés à la mesure du président Biya et qui veut tranquillement transférer le pouvoir à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on peut... Est-ce que vous ne redoutez pas, une manœuvre en vue d'une succession de gré à gré? La succession, très belle question. La succession de gré à gré a commencé. Puisque je vous le démontre. Tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont toujours eu une délégation de signature. Même dans les ministères, c'est pareil. Ça, ce n'est pas un problème qu'un secrétaire général de la présidence ait une délégation de signature. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le président de la République, fraîchement élu, selon les résultats de son conseil constitutionnel qu'il a lui-même établi au préalable, remettre le pouvoir subtilement à son secrétaire général par la disposition de l'article 3 du décret lui accordant délégation de signature de février 2019, où il dit que M. Ngongo Ferdinand, secrétaire général de la présidence de la République, discrimina lui-même des dossiers qu'il voudra réserver à l'attention ou à la signature du président de la République. Mais, voyez-vous, comment est-ce que vous pouvez voler la victoire de notre candidat Maurice Kamto et au lendemain, moins d'un an après, vous remettez subtilement le pouvoir à quelqu'un d'autre qui lui n'a pas participé aux élections? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Le gré à gré est déjà en marche. Mais à partir du moment où vous citez les dispositions légales, ça veut dire qu'il a posé un acte qui correspond effectivement à ce que la loi prévoit. Non, jamais, et je vous mets au défi, jamais le secrétaire général a bénéficié de ces dispositions-là. Elle est toute nouvelle. Elle n'intervient que dans le décret de février 2019. Ça veut dire, pour être clair, que ce n'est pas une délégation de signature. C'est subtilement une délégation de pouvoir. Donc M. Paul Biya reconnaît lui-même qu'il est incapable de gérer le Cameroun. Mais le problème, c'est qu'il a cédé le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu, même selon leurs propres résultats fabriqués. Vous voyez la nuance? Donc, quand on est fatigué, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer les affaires. On laisse le pouvoir à celui qui a gagné l'élection, Maurice Kamto. Il assure la gestion du pays, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi arracher la victoire et ne pas assumer? On transfère à quelqu'un d'autre subtilement. Alors, professeur Edmond Biloa, Edmond Kamgia le faisait remarquer tout à l'heure, il disait que c'est l'une des rares fois où on a vu Franck Emmanuel Biya arborer l'écharpe du RDPC, votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne sais pas si elle va vous embarrasser, ma question, mais Franck Emmanuel Biya, il milite dans quel comité de base? Dans quelle sous-section du RDPC? Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. C'est un citoyen comme tout le monde. Le Cameroun a au moins 25 millions d'habitants. Je ne peux pas savoir dans quel comité de base il milite. Si vous lui demandez à lui, Franck Biya, dans quel comité de base moi je milite, est-ce que vous pensez qu'il le saurait? En tout cas, vous n'êtes pas surpris de le voir arborer l'écharpe du RDPC? Non, je ne suis pas surpris parce que vous reconnaissez comme généralement les enfants très souvent militent dans le parti de leurs parents. Donc ça ne me surprend pas.
Bon, maintenant, écoutez, les écharpes, on les porte généralement à l'occasion des grands événements politiques. Et là, c'était le 6 novembre, on célèbre l'anniversaire de l'accession du président au pouvoir. Et il se trouve que Franck Biya était en public ce jour-là, le 6 novembre, donc c'était normal qu'il arborât l'écharpe du parti. Mais vous pourriez me poser la même question. Quelle est la dernière fois que vous m'avez vu arborer l'écharpe du parti? Hein? On ne peut porter l'écharpe du parti ou bien une tenue du parti que lorsqu'il y a un événement politique organisé par le parti ou auquel le parti participe. Bon, donc... Était-ce le cas? Oui, mais le 6 novembre, c'est l'accession du président Paul Biya au pouvoir. Le président Paul Biya est le président national du RDPC. Donc c'est tout à fait normal que ce jour-là, le RDPC soit en fête. Ce qui veut dire que la visite a été organisée par le RDPC, si je comprends bien vos propos. Non, mais ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Roger Justin Noah, je n'ai pas dit que la visite a été organisée par le RDPC. Maintenant, quel est le sens que moi, vous donnez à cette visite? Je comprends que la presse s'intéresse aux actes posés par le fils du président de la République. Mais dans tous les pays du monde, les enfants du président de la République sont minutieusement suivis. Ils sont couverts par la presse. Même quand le président n'est plus au pouvoir, hein, la vie de ses enfants, la vie de sa famille intéresse la presse. Vous avez vu quand François Mitterrand n'était plus au pouvoir, une fois que son fils Christophe Mitterrand a eu des démêlés avec la justice, l'histoire a fait la une de tous les journaux du monde. Aujourd'hui, Donald Trump n'est plus au pouvoir. Sa fille a convolé en juste noces l'autre jour. C'est une histoire qui a fait la une de tous les journaux américains. Oui, mais là, vous prenez l'exemple de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Le fait que... on s'intéresse à celui qui est encore au pouvoir. C'est pour vous dire quel est le sens que vous, la vous presse, au RDPC, c'est tout à fait normal. Quel est le sens que vous, au RDPC, non, écoutez, je réponds à votre question. C'est tout à fait normal que la presse s'intéresse au fils du président Paul Biya. C'est normal. Il n'y a absolument rien de particulier à cela. Maintenant, quel est le sens que vous, au RDPC, vous donnez à cette sortie-là, par exemple? Oui, mais il n'y a pas de sens particulier. Il n'y a pas de sens particulier. Il est allé voir l'amido de Ray Bouba, qui est le vice-président du Sénat. Il est allé voir l'amido de Garoua. Bon, mais ce sont des gens qui, a priori, devraient être des connaissances de la famille présidentielle. Oui, mais les journaux disent que le présente comme le candidat putatif du RDPC à la présidentielle de 2025. Oui, au sein de votre parti, comment vous êtes journaliste. Ne croyez pas tout ce que les journalistes disent. Vous voyez, les tests du RDPC sont clairs. Le président national du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Tant qu'on n'a pas changé les textes, on respecte l'esprit et la lettre des textes qui sont en place. Vous voyez? Donc, on est encore loin de voir le citoyen camerounais Franck Biya être candidat à l'élection présidentielle comme étant le candidat du RDPC. Donc, on est loin, on en est extrêmement loin. Vous voyez? Donc, la presse va très vite en besogne, n'est-ce pas? Donc, attons-nous lentement. Attons-nous lentement. Voyons ce qui va arriver. Pour l'instant, Franck Biya est un militant du RDPC. Il ne peut pas être le candidat du RDPC à la présidentielle de 2025. Vous voyez? Tant qu'on n'a pas changé les textes du RDPC. Donc, prenez votre mal en patience. On va bien voir ce qui va se passer. Quand dites qu'on va voir, vous pensez que qu'est-ce qui peut se passer? Non, je n'ai pas une pensée particulière au sujet de ce qui pourrait se passer. Je vous dis que le président Paul Biya sera le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qui est prévu par les textes du RDPC. C'est ce que je vous dis. Bon, maintenant, Franck Biya est citoyen. Il est un citoyen camerounais. Et apparemment militant du RDPC. Apparemment, il est militant du RDPC. Okay. Il peut se déplacer comme n'importe quel citoyen du RDPC.
Le 6 novembre, moi, j'étais chez moi en Bangassina. Puisque je ne suis pas le fils du président, personne n'en a parlé. Mais lui, il est le fils du président, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Mais maintenant, pour que cela fasse de lui le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle, on en est encore très loin. Ok. Maître Lavoisier Sapi, comment analysez-vous cette actualité? On a parcouru un certain nombre de journaux qui soutiennent, par exemple, que à travers cette sortie et d'autres manœuvres observées il y a quelque temps, le Grand Nord est en train d'adouber Franck Biya dans ses différentes batailles à la succession de Paul Biya. Bien, merci Duval. Moi, je pense que le Grand Nord, la presse se trompe, le Grand Nord n'a pas adoubé Franck Biya. Ce n'est pas parce qu'on a rendu visite à un Labino qu'à un Lamido qu'on est forcément adoubé. Mais c'est normal que les militants du RDPC, le professeur Bilois, c'est normal qu'ils n'acceptent pas l'évidence. Paul Biya a déjà choisi son successeur. C'est Franck Biya, c'est son fils. Vous savez, le professeur Bilois connaît le RDPC, connaît le président national du RDPC plus que nous. Il sait que son président est un homme sournois. C'est un monsieur qui aime évoluer dans le silence, dans la clandestinité, qui ne met jamais au grand jour ce qu'il veut pour qu'on voit. Vous avez un journaliste français qui a écrit un livre sur le silence présidentiel. Paul Biya a choisi son héritier, c'est Franck. Et je vais vous donner quelques indices. Il y a d'abord le contexte de l'Afrique centrale qui s'y prête. Edmond l'a évoqué tout à l'heure. Au Gabon, le fils a remplacé le père. Au Tchad, le fils a remplacé le père. En Guinée équatoriale, le fils va remplacer le père, il n'y a plus de doute. Au Congo-Brazzaville, Sassou a préparé son fils qui est actuellement dans son gouvernement, qui est dans son gouvernement d'ailleurs depuis 10 ans. Sassou a préparé son fils pour le remplacer. Il n'y a que la Centrafrique qui semble un peu échapper à cette stratégie bien huilée par la France. Donc, au Cameroun, on ne voudrait pas, les Français ne voudraient pas que le Cameroun fasse l'exception de ce que, en Afrique centrale, ils ont transformé le pouvoir suprême en chefferie. Chefferie en pouvoir dynastique. Alors, il y a d'abord le fait que le contexte de l'Afrique centrale s'y prête. Deuxième indice, ça ne vous échappe pas que Franck Biya sorte un certain 6 novembre. Cette date, les gens du RDPC ne voient pas ça. 6 novembre 2021, Franck Biya est allé rendre visite au Lamido, au sultan de Bamoun. Pourquoi le 6 novembre? Pourquoi cette date? Le 6 novembre, il va au nord. Il va vous souvenir que quand Paul Biya prend le pouvoir en 1982, ses premières actions sont orientées, ses premiers déplacements sont orientés dans les chefferies. Il est allé au nord-ouest, il a été fait faune de faune. Il est allé dans le littoral. Les rois du littoral ont intronisé Paul Biya dans le Vouri, on l'a plongé dans le Vouri. Paul Biya était en pagne. Vous avez vu quel autre Camerounais, les Sawa l'ont plongé dans le Vouri comme ça, là, pour lui livrer tous les secrets. Chez lui, on a fait de lui Nomgui. Il est allé au nord. On l'a intronisé. À savoir que le président Paul Biya, quand il prend le pouvoir, il s'en va d'abord prendre tous les pouvoirs dans les chefferies traditionnelles pour conforter sa présidence et se maintenir au pouvoir. Maintenant, la date du 6 novembre, c'est une date qui a déjà été mystifiée au sein du pouvoir. Ils ont mystifié cette date du 6 novembre. À savoir que quand Franck Biya sort le 6 novembre, on le prépare, c'est un stage préparatoire qu'on le fait pour prendre la succession de son père. Et le fait qu'il se déplace dans les chefferies,
Ça veut dire qu'il va là-bas, il prend le pouvoir comme son père a pris. Quand il a pris le pouvoir en 1982, il va là-bas, il prend le pouvoir. Il a déjà établi l'axe ouest-nord. On peut même dire sud-nord. Il était à Fumban, il était à Rebouba, à Garoua, qui sont deux des plus grands lamidos du nord. Rebouba et Garoua. Certainement, vous allez le trouver chez les Sawa. Certainement, il va aller dans le nord-ouest. Certainement, je vous dis, c'est certain. Parce que c'est un cheminement. Et son père l'initie là-dessus. L'autre chose, l'autre indice que vous pouvez voir, c'est que à chaque déplacement de Franck Biya, c'est la garde présidentielle qui se déploie. Garde présidentielle, danse folklorique, c'est un accueil présidentiel qui est réservé à Franck Biya. La garde présidentielle ne peut pas être au service du fils du chef de l'État. La garde présidentielle, c'est pour protéger l'institution, le chef de l'État. Donc ne fait pas partie. Non. S'il vous plaît. Maître, vous êtes avocat. Vous connaissez le droit. Non, non. La garde Vous avez présidentielle vous-même dit que protège le non. président et sa famille. Non. La garde présidentielle, c'est une institution de l'État. Franck Biya est un simple citoyen. C'est le fils du président. C'est un simple citoyen. Vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu. Que c'est un citoyen camerounais qui a... Il n'a pas... Pourquoi la garde présidentielle le protège? Pourquoi il ne peut pas se promener aussi comme un citoyen normal? Parce qu'on est fils du chef de l'État. Il n'y a pas une disposition sur les textes qui organisent la garde présidentielle. C'est pas ça. La garde présidentielle Donc, protège le président de la République et sa famille. Bon, je vous fais grâce de ça. Voilà. Mais je vous dis que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est une manière de préparer Franck pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, il se dit dans les cercles du RDPC qu'en 2023, il y aura un congrès extraordinaire. Enfin, peut-être. Lequel Vous êtes plus renseigné que moi. lequel visera à porter Franck Biya à la tête de ce parti. Vous m'annoncez le congrès du Je RDPC. laisserai vous dire. Je voudrais Vous vous qui dire. êtes du SIF. Oui, professeur Edmond, on cherche l'information. Professeur Edmond, je voudrais vous dire que Franck Biya n'est pas camerounais. C'est un citoyen français, vous le savez. La loi de 1968 sur la nationalité camerounaise dit que quand un Camerounais a pris une nationalité étrangère, il est censé avoir renoncé à sa nationalité camerounaise. Vous savez que Franck Biya a la double nationalité, française et camerounaise. À partir du moment où il a pris la nationalité française, il cesse d'être camerounais. Et l'autre indice que je voudrais donner, c'est que quand Macron est venu au Cameroun, ça n'a échappé à personne. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Paul Biya introduit Franck Biya à Macron, à un chef d'État qui arrive, surtout un chef d'État français? Pourquoi depuis 40 ans, il n'a pas, à chaque fois qu'il y a un président qui arrive, appelé ses enfants pour les présenter? Pourquoi il a présenté Franck à Macron? C'est pour demander le soutien de Macron, comme Macron a fait au Tchad. C'est pour demander le soutien de Macron pour que Franck Biya soit candidat à la présidence de la République et qu'il soit élu chef de l'État. Mais je voudrais vous dire, je l'ai déjà dit, Franck Biya, c'est un Français. Si le président Paul Biya voit que lui, Camerounais, il va se lever et un Français s'installe pour gouverner notre pays, moi je crois que les Camerounais n'accepteront jamais cette probabilité. Deuxièmement, vous vous dites que Franck Biya est militant du RDPC. C'est pour les besoins de la cause, parce que pourquoi c'est maintenant? Pourquoi il n'a jamais porté l'écharpe du RDPC? Puisque depuis 40 ans, vous fêtez les anniversaires de l'accession de Paul Biya au pouvoir. Pourquoi il n'a jamais porté? Pourquoi maintenant, c'est maintenant qu'il a porté? Il milite dans quelle sous-section? Franck Biya, c'est un exploitant forestier, tout le monde le sait. Depuis qu'il pille les forêts de l'Est, les forêts du Sud, les forêts du Centre, etc., est-ce qu'il a déjà offert un banc à une école? Est-ce qu'il a déjà offert un microscope à un dispensaire? Est-ce qu'il a déjà offert une brouette ou un pouce-pouce à un paysan camerounais? Je ne m'en souviens pas. Il a déjà aidé quel orphelin dans ce pays? On va l'introduire par le sommet pour qu'il vienne gouverner. Il faut cesser de prendre les Camerounais pour le con. Alors, dans tous les cas, Franck Biya, je suis très certain, et je vous l'annonce, professeur Biloua, vous allez le vérifier, peut-être que d'ici quelques mois, vous me donnerez raison. Paul Biya a choisi son successeur.
c'est son fils. Et c'est très ingrat de sa part parce que tous les militants du RDPC là qui se sont battus à ses côtés, il les sacrifie comme ça. Il préfère que ce soit son fils. Les Camerounais n'accepteront jamais, je dis jamais, que ce monsieur français de nature gouverne le Cameroun. Maître Lavoisier Tapie, je voudrais tout simplement indiquer que je vous laisse la responsabilité des propos que vous avez tenus et des informations que vous avez données à ce sujet. Parce que quand, par exemple, vous affirmez sur le plateau qu'il pille les forêts, eh bien, je crois qu'il n'y a que la justice, n'est-ce pas, dans notre pays, qui est capable d'indiquer de façon claire qui pille ou qui ne pille pas les biens publics ou les forêts. Edmond Kamga, sur cette question-là, est-ce que vous faites le lien entre cette visite de Franck Biya ou l'Amido de Ribouba, ou encore, en tout cas dans les chefferies traditionnelles du Nord, et la visite, par exemple, d'un certain Franck Paris au Cameroun? Il faut rappeler qu'il a été reçu en audience il y a quelques jours par le président de la République, et c'était dans le sillage justement de la célébration de ses 40 ans. Et Maître Tapie vient de rappeler un autre indice, à savoir que récemment, lorsque le président de la République de France était au Cameroun, eh bien, il y a eu un échange entre le chef de l'État français et Franck-Emmanuel Biya. Oui, il faut lire l'actualité en fonction des faits. Et les faits, ils sont sacrés en journalisme. Quand le citoyen Franck Biya effectue sa tournée dans le grand nord du pays, rencontre des autorités traditionnelles, pas n'importe lesquelles. Quand cette tournée qu'il effectue coïncide avec l'arrivée d'un proche collaborateur du président de la République française au Cameroun, qui est reçu en audience par le chef de l'État, cela pourrait paraître anodin d'emblée, parce qu'on ne semble pas voir le lien qui pourrait exister entre la visite de Franck Biya et du collaborateur du président Macron qui est reçu en audience par le chef de l'État. Mais je voudrais vous dire qu'en matière politique comme en matière de diplomatie, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui se font de manière visible, il y a des choses qui se font qui ne sont pas rendues publiques. Je voudrais dire que la diplomatie française, actuellement, depuis la dernière conférence des ambassadeurs, présidée par le président Emmanuel Macron, qui entend passer à l'offensive en Afrique et dans d'autres pays à travers le monde, notamment en Afrique pour ne pas perdre son précaré, qui est en très grande difficulté, tient à ce que le Cameroun ne sorte pas de son giron, tient à ce que le Cameroun reste quelque part une sorte de chasse gardée entre guillemets de la France. Mais c'est très difficile. C'est d'autant difficile que lors de la dernière visite du président Emmanuel Macron au Cameroun, nos confrères français, dans l'une des questions qu'ils ont posées au président Paul Biya, eux-mêmes ils ont affirmé qu'au niveau des marchés, des grands marchés qui sont gagnés par des investisseurs français ou autres de d'autres nationalités, la part de marché des Français a largement baissé. Et que la France souhaite que davantage de marchés soient octroyés aux Français, aux entreprises françaises. Ça, c'est d'un. De deux, il faut lire la visite du collaborateur du président Emmanuel Macron, au-delà de cet aspect économique que je présente, l'aspect politique, parce que nous sommes dans un contexte de succession au pouvoir. À tout moment, à la tête de l'État, on peut se rendre compte que les contraintes, des contraintes qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de la providence, nous amènent très rapidement à organiser de nouvelles élections avant 2025. C'est une possibilité. Parce qu'il faut le dire, je rappelle que la Constitution a prévu, au niveau de l'article 6 notamment, celle-là qui permet la dévolution du pouvoir au président de la République, qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif, d'empêchement définitif, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel constate la vacance de la présidence de la République, et aussitôt, c'est cela qui permet au président du Sénat d'assurer l'intérim.
Et cela me permet de vous rappeler que l'une des hautes personnalités rencontrées par Franck Biya dans le Grand Nord est le premier vice-président du Sénat. C'est-à-dire, et d'après la Constitution, si le président par intérim, qui est bien connu, est dans l'impossibilité d'assumer l'intérim du président de la République, la Constitution a prévu que c'est dans l'ordre du protocole, ces vice-présidents peuvent le remplacer. C'est-à-dire, je parle encore plus clairement, si le président du Sénat est dans l'impossibilité d'assurer l'intérim, c'est le premier vice-président du Sénat qui va assurer l'intérim de la présidence de la République. Ce sont des éléments que je donne comme ça pour mieux comprendre la place et l'importance du premier vice-président du Sénat que Franck Biya a rencontré. Il faut également dire, dans le contexte actuel, que je parlais de la diplomatie, qui est très forte en ce moment, de la France, dans la plupart des pays avec lesquels elle a de bonnes relations, mais aussi de très mauvaises relations, ou des relations devenues ambiguës, depuis que 35 pays ont décidé de s'abstenir, parmi lesquels 16 pays africains, lors du vote d'une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU, qui visait à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'ai dit 16 pays africains se sont abstenus. Parmi ces pays-là, le Cameroun. Cela signifie que le Cameroun a une diplomatie qui s'affirme, même si on ne le dit pas, et qui montre qu'elle tient, le Cameroun, la diplomatie camerounaise tient à sa souveraineté. Et moi, je l'apprécie. C'est ça que la diplomatie camerounaise aurait dû maintenir depuis la succession, depuis l'accès du président Paul Biya au pouvoir en 1982. C'est-à-dire une diplomatie rayonnante, une diplomatie qui tient à la souveraineté et à l'indépendance du Cameroun. Et le Cameroun l'a réaffirmé fort ces derniers temps. Et la France voudrait que, dans le contexte de la guerre de succession actuelle, elle puisse jouer un rôle majeur. Mais là, alors, il y a ce qu'on appelle qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que moi je gagne. C'est-à-dire, si on peut débattre des grandes manœuvres, en fait des pistes de grandes manœuvres, qui viseraient, dans l'hypothèse, de faire du citoyen Franck Emmanuel Biya, le successeur du président Paul Biya, de garantir par un adoubement de la France, il faudrait que le chef de l'État offre quelque chose à celui qui va jouer au rôle d'adoubement comme au Tchad. Et cela peut expliquer la visite de M. Paris, l'audience que le chef de l'État lui a accordée. Mais aussi, rien n'est certain. Vous savez, Paul Biya, lors de la visite du président Hollande, visite d'État en 2015, en juillet 2015, lorsqu'il répondait à une question des confrères français, il a dit, au sujet des élections, il disait les élections sont lointaines, mais certaines. Et récemment, lors de la visite du président visite officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun, des questions lui ont été posées sur son mandat, s'il va être candidat une fois de plus. Il a invoqué une équation mettant en relief la soustraction. Il a été réélu en 2018. Il leur demande de faire le point, de faire la soustraction entre 2018 et 2025, de soustraire 3 ou 4 pour savoir le temps qui lui reste. Et lui, il dit, le président de la République, à la suite, vous saurez si je ne serai plus candidat ou si je vais rentrer au village. Vous savez, il a là oratoire, il a là des phrases, mais derrière les phrases, il faut lire beaucoup de choses. C'est qu'en réalité, Paul Biya n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Tant qu'il est là, il va assurer la présidence jusqu'en 2025 et il sera probablement candidat, comme le proclament encore les ponteux du régime, dont le professeur Edmond Bilois sur ce plateau. Oui, Noah, en écoutant les uns les autres sur le plateau, en parcourant les journaux, cette semaine, le sentiment qu'on peut avoir, effectivement, c'est que
on est en train de s'acheminer vers une espèce de gré à gré. Et Edmond a indiqué tout à l'heure que le Cameroun n'est pas le Tchad, le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale, le Cameroun, c'est le Cameroun. Est-ce qu'il y a des risques que court notre pays dans un schéma probable de succession dynastique? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec Edmond Kamga quand il dit que le président Paul Biya assume le pouvoir. Non, il n'assume pas le pouvoir. Je vais démontrer tout à l'heure que, à la faveur du décret de février 2019, il a délégué le pouvoir à son secrétaire général, qui, par courtoisie ou alors pour davantage endormir le Camerounais, signe sous très haute instruction du président de la République, alors que c'est lui le président en exercice, le président de la République en exercice, c'est lui qui assume activement le pouvoir. L'autre ne porte que la coquille vide parce qu'il aime bien les titres, tout simplement, et ne veut pas abandonner ces titres-là. Ils ont fait ce petit arrangement-là. Vous parlez de gré à gré. La succession de gré à gré est là. Ça aussi, c'est là que ça commence, c'est du gré à gré. Peut-être ça prendrait une autre forme demain, je n'en sais rien. Mais on ne peut pas, le gré à gré, ce n'est plus une question d'esprit, ce n'est plus une vue d'esprit, c'est quelque chose de réel. À travers ce décret auquel je ne fais que faire référence. C'est une délégation de pouvoir. On n'en veut pas plus pour dire que le gré à gré, que nous décrions, nous du MSC depuis longtemps, est en marche. Il a fourni pas mal d'éléments là-dessus. Mais moi, ce qui attire mon attention, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est le fait que M. Franck Biya peut se déplacer tranquillement, sans anicroche, à travers le territoire national. Mais il vous souvient que le président national du mouvement pour la naissance du Cameroun ne peut pas se déplacer à autant de liberté. Vous savez d'ailleurs qu'en novembre l'année dernière, il a été déclaré persona non grata à Douala. On l'avait refoulé, escorté hors de la ville, comme un malpropre. Pourtant, c'est un Camerounais comme tous les autres, qui est libre de se déplacer, comme le fait M. Franck Biya. Il faut que les Camerounais comprennent. Pourquoi est-ce que on laisse l'un, parce que fils du président de la République, parce que du régime, se déplacer librement en utilisant même les moyens de l'État. Pendant que l'autre, qui ne demande pas à utiliser les moyens de l'État, veut se déplacer dans le travers du pays. Non, on fait des problèmes. Pire encore, lorsqu'il dit qu'il va tenir un meeting, alors là, vous avez affaire à tous les conciliabules, comme ils ont commencé à Douala. Parce que bientôt, on aura le meeting d'installation à Douala. Ils ont commencé les conciliabules pour voir est-ce que le meeting doit avoir lieu ou ne doit pas avoir lieu. Non. Il faut que tous les Camerounais, fils de chef d'État ou pas, militants du RDPC ou pas, puissent, comme c'est inscrit dans notre constitution, se déplacer librement dans notre pays. Moi, je pense que c'est la leçon que moi j'ai envie de tirer de cela. Et ça en fait un questionnement pourquoi cette injustice envers le président national du mouvement pour la naissance du Cameroun, j'ai nommé professeur Maurice Kamto. Professeur Edmond Biloa, vous êtes au RDPC, le parti au pouvoir, et de toute évidence, vous vous préparez pour l'élection présidentielle de 2025, au cas où elle n'a pas lieu cette élection avant, dans les circonstances qu'indiquait tout à l'heure Edmond Kamga. Est-ce que vous accepterez, vous, au RDPC, que le fils du président de la République, qui est militant de votre formation politique, soit adoubé ou bien soit présenté ou obtienne l'onction du parti comme président national et donc candidat de cette formation politique à la prochaine élection présidentielle? Vous ne devrez pas poser cette question. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont militants du RDPC et au cas où le président Paul Biya déciderait de ne plus se représenter à l'élection présidentielle, il y a beaucoup de Camerounais qui pourraient se porter candidat. Vous faites allusion aux batailles de succession? Non, je ne fais pas allusion aux batailles de succession. D'ailleurs, les batailles de succession sont dans l'esprit des journalistes. Il n'y a pas de bataille de succession à l'intérieur du RDPC. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de Camerounais qui souhaiteraient être candidats. Non, je vous dis que la question que vous posez est malvenue parce que si vous pensez que le fils du président pourrait s'intéresser à une élection présidentielle, je vous dis qu'il y a beaucoup de Camerounais qui pourraient potentiellement aussi s'intéresser à l'élection présidentielle. Et donc je vous dis que cette question-là n'a pas d'intérêt pour nous au RDPC. Parce que le président Biya est toujours le président national du RDPC et il sera le candidat du RDPC
à l'élection présidentielle de 2025. Donc on ne pense pas encore à une possible succession. Mais vous devez y penser quand même, non, professeur Biloa? Pourquoi devrions-nous y penser? Vous, hein, Duval Fangwa, est-ce que vos enfants pensent à votre succession? Hein? Le président est vivant. Il n'y a pas. Et le président est vivant, il n'y a pas de raison qu'on commence à mettre la charrue avant les bœufs. C'est quand il ne sera pas là que vous allez réfléchir sur comment le remplacer, c'est ça? Quand il ne sera pas là. Et pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il est là. Pourquoi vous voulez causer le désordre au sein du RDPC? Non, c'est pas désordre. En poussant les militants du RDPC à mettre la charrue avant les bœufs. Mais puisque vous-même vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de militants... Je ne reconnais pas qu'il y a beaucoup de militants. C'est pour répondre à votre question, qui est juste une hypothèse de travail. Vous me posez la question de savoir, est-ce que je pense que Franck Biya pourrait être le successeur de son père? Je vous dis que cette question est malvenue, parce qu'on ne pense pas encore à la succession du président. Posons la question autrement. Oui. Est-ce que pour vous, Franck-Emmanuel Biya peut être un bon président national du RDPC? Mais pourquoi posez-vous cette question? Pour savoir. Pourquoi vous voulez savoir? Vous n'êtes pas militant du RDPC, autant que je sache. Vous n'êtes pas militant du RDPC. Pourquoi vous voulez savoir si Franck-Emmanuel Biya pourrait être un bon président national du RDPC? C'est une question qui ne peut intéresser que les militants du RDPC et on n'en parle pas à Mondovision. Si d'aventure nous voulions en parler, nous ne nous mettrions pas devant les caméras de la République pour en parler. On en parlerait dans un milieu clos. Vous voyez. Le RDPC, c'est quand même le parti qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Le parti État. Oui, c'est le parti. Et donc ses activités intéressent les Camerounais. Non, c'est le plus grand parti du Cameroun. C'est le parti qui est le plus territorialement attesté sur l'étendue du territoire national. Mais ça ne veut pas dire que les stratégies intérieures du parti doivent être discutées à Mondovision. Non. On ne parle pas de nos affaires du parti à Mondovision. D'accord. Maître Lavoisier-Sappi, est-ce que vous avez observé que depuis que cette actualité fait des choux gras de la presse, on n'a entendu véritablement aucune élite d'envergure du Grand Nord prendre la parole? Pourtant, il y a eu souvent des sorties de ces élites-là sur des questions en rapport avec la succession. Je ne vais pas rappeler ici cette révélation faite par les câbles de Wikileaks au sujet du ministre Amadou Ali qui indiquait que le Grand Nord va continuer de soutenir le président Biya tant qu'il est au pouvoir, mais une fois qu'il aura quitté le pouvoir, eh bien, il faudrait que les Camerounais sachent que le pouvoir va revenir dans le Nord. Il y a quelques mois également, un autre fils d'une ponte du régime, notamment Abdoulaye Mey, je crois, le fils du grand Ousmane Mey, voilà. L'ancien gouverneur du Grand Nord. Voilà, prenant la parole dans une émission chez Equinox Télévision, indiquait que dans les batailles de succession qu'on observe, eh bien, eux, par exemple, dans le Grand Nord, ils regardent, ils observent, et que le moment venu, ils mettront du nucléaire dans leurs 2 réacteurs. Mais on voit bien que depuis lors, en tout cas depuis cette sortie de Franck Biya dans le Nord, et avec la polémique que cela a ouvert sur le rôle que le Nord pourrait avoir dans l'adoubement entre griffes de Franck-Emmanuel Biya, on n'a pas entendu une véritable élite du Nord, en tout cas une élite d'envergure, prendre la parole et se prononcer clairement sur la question. Qu'est-ce que cela signifie de votre point de vue? Est-ce que on joue au chat à la souris en attendant le moment venu, ou bien on pense que cet événement n'a aucun intérêt pour l'instant? Ben, je ne pense pas. Je crois que les élites du Nord, ils sont dans une alliance stratégique avec le RDPC. Vous allez voir que le RDPC a avalé l'essentiel des grands partis du Nord. L'UNDP est en alliance avec le RDPC. Le parti de Issa Chirouma est en alliance, le parti de Amadou Moustapha est en alliance. Ils ont fait une alliance pour gouverner. Mais c'est une alliance stratégique. Le jour que Paul Biya ne sera plus là, ce sera la fin de cette alliance-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Grand Nord a des récriminations vis-à-vis du pouvoir.
Et même si ces élites ne le disent pas, au fond d'eux-mêmes, ils savent que avec le RDPC, c'était une alliance de circonstances parce que Paul Biya, bon, pour le moment, ils n'ont pas pu le vaincre. Il fallait faire avec en attendant qu'ils quittent la scène et qu'ils reprennent leur autonomie pour voir comment mieux s'organiser entre eux. Et je pense que les élites du Grand Nord, s'ils ne se prononcent pas actuellement, publiquement, c'est à cause de cette alliance-là, qui les lie encore au RDPC et qui leur permettent de se maintenir au gouvernement. Mais très certainement, je dis bien très certainement, le Grand Nord va cesser d'être avec le RDPC quand Paul Biya ne sera plus là. Deuxièmement, je crois qu'il faut renforcer l'hypothèse selon laquelle Franck Biya est effectivement celui que le président Paul Biya a choisi. J'avance un autre argument. Regardez dans le judiciaire. M. Noala dit, actuellement, c'est Ferdinand Ngongo qui gouverne. Ce n'est pas le président Paul Biya. Professeur Biloa, vous êtes quand même un enseignant d'université de haut niveau. Vous connaissez la psychologie humaine. Vous savez qu'à 90 ans, on ne peut pas gouverner un État. Vous le savez pertinemment. Prétendre que Paul Biya gouverne à cet âge-là, aujourd'hui, ce n'est pas sincère. Paul Biya ne gouverne plus, c'est Ngongo qui gouverne. Et Ngongo, parce qu'il a pris le pouvoir, parce que c'est sucré, il est devenu pratiquement le potentiel successeur. Et il développe ses tentacules. Vous avez vu récemment le conflit qu'il y a eu au port autonome de Douala, avec la condamnation du directeur du port autonome de Douala par le tribunal de première instance de Bonanjo, et l'impossibilité d'arrêter ce directeur-là. Parce que justement, il a été placé par M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence, qui est l'un de ses suppôts. Chacun a ses suppôts au sein du pouvoir. Maintenant que Ferdinand Ngongo apparaît comme étant le rival le plus sérieux de Franck Biya à la succession de son père, qu'est-ce qu'on fait? On active les leviers de la justice. Vous avez constaté que ces derniers temps, Ferdinand Ngongo est de plus en plus épinglé par la justice. On parle d'une convocation au tribunal criminel spécial, on parle de sa participation au détournement de fonds Covid, etc. Ce qui est du reste vrai. Pourquoi est-ce qu'on veut fragiliser par la justice Ngongo? C'est pour baliser le chemin à Franck Biya. Parce que Ngongo apparaît comme étant son plus potentiel rival pour la succession de Paul Biya. Mais une fois de plus, les Camerounais le savent, c'est des manœuvres qui ne vont pas prospérer. Le Cameroun est un État multi-ethnique. Franck Biya, je ne sais pas comment il va faire pour que les anglophones l'acceptent. Je ne sais pas comment il va faire pour que l'Ouest l'accepte. Rendre visite au Lamido, au sultan, au roi de Bamoun, ça ne veut pas dire que le peuple Bamoun l'accepte. On connaît les positions du peuple Bamoun en matière de gouvernance. Qu'il aille à Rebouba, la commune de Touboro, à Rebouba, la commune de Touboro, qui est la commune phare de Rebouba, est entre les mains de l'UNDP. Ce n'est pas entre les mains du RDPC. Ça veut dire que rendre visite au Lamido de Rebouba ne veut pas dire que le Nord l'a adoubé. Et je pense que le président, il a ses stratégies. Il est en train, en douce, de négocier avec les grandes figures qu'il estime être les grandes figures de l'État pour qu'on apporte du soutien à son fils, après le soutien que lui apportera la France. Parce qu'on a mis dans la tête des Camerounais que celui qui veut être président au Cameroun, il faut que la France le soutienne. C'est archi faux. Les Français ne sont pas électeurs au Cameroun. Les Français ne viennent pas voter. Moi, je pense que si les Camerounais se mobilisent, et c'est en ce sens qu'à l'une de vos émissions, nous avons lancé un appel en direction des patrons des partis politiques, de l'opposition, opposition patriotique et nationaliste, pour que ces patrons se mettent. Aujourd'hui, le temps presse. Il faut que l'opposition forme la coalition pour désigner un candidat unique à la prochaine élection présidentielle. Et si l'opposition, si la coalition pour le code électoral aujourd'hui se mue en une coalition pour désigner le candidat du parti unique, moi j'encourage ces chefs de parti à faire que les gens mettent leurs égos de côté. Il ne faut plus... Monsieur Noir, ne parlons pas de grands partis, ne parlons pas de petits partis. Qu'on ne dise pas que le MS est le parti qui domine, le SIM n'est pas machin, le CPP de Kawala. Non.
mettons tous les chefs de parti devant leurs responsabilités. Formons une coalition avec la société civile. Et à ce moment, toutes les manœuvres dont nous parlons là, c'est-à-dire même la succession agréée ne passera pas. Les 40 ans de pouvoir de Paul Biya, on va en parler, mais c'est une catastrophe pour notre pays. On a reculé de près de 30 ans en matière de développement. Et on va en parler. Donc pour dire que la volonté du chef de l'État, je l'aperçois comme étant déjà faite, c'est son fils qu'il veut qu'il le remplace, et les Camerounais vont s'organiser, ça ne passera pas. Alors, professeur Edmond Biloa, dans ce sillage du 6 novembre 2022, il y a eu certes cette visite, ou bien ces visites effectuées par Franck-Emmanuel Biya dans le Nord, mais il y a eu également les festivités autour de la célébration des 40 ans de pouvoir de Paul Biya. On a parcouru une tribune qui indique qu'il y a eu une mobilisation des Camerounais, des militants du RDPC et des partis alliés dans la ferveur et l'enthousiasme. Il y a eu ce grand meeting organisé à Douala et présidé par Laurent Esso, chef de délégation permanente du RDPC dans la région dans la région du littoral. Et au cours de ce giga meeting, le ministre Laurent Esso a indiqué que il supplie, en tout cas c'est le terme employé par les journaux pour rapporter ce qui s'est passé à Douala, que Laurent Esso a supplié Paul Biya de ne pas prendre sa retraite parce que, a dit le ministre, il y a des fonctions pour lesquelles on ne prend pas de retraite. Et certains journaux se posent la question de savoir s'il faut continuer effectivement à faire confiance au président Biya ou bien si le moment est venu pour lui d'aller au village. Vous, au RDPC. Dans tous les arrondissements, il y a des hôpitaux de district. Dans les villages, il y a des centres de santé. Donc, il y a eu un changement qualitatif, n'est-ce pas? Et je vous dis que si vous regardez très bien, si vous êtes objectif, n'est-ce pas? Il y a eu une amélioration quantitative et qualitative dans la vie de la nation camerounaise. Et c'est du fait du président Paul Biya. Vous ne pouvez pas nier ça. Et donc, vous ne pouvez pas être totalement négatif et dire que tout est négatif. Personne ne l'a encore dit. Mais c'est ce que vous... Enfin, quand je dis vous, certains dans l'opposition le font, relayés par leurs amis de la presse. J'espère que vous n'êtes pas leurs amis. Mais il faut dire que le bilan du président Paul Biya est globalement positif. Il est globalement positif. Hein? Suivant, vous donnez comme moyenne, suivant. Si je devais noter le président Paul Biya... Ouais, suivant. Suivant? Oui. Ben, je lui donnais 16 ou 17 suivant. Ah. Et les trois autres, et les trois points en manquant. Non, écoutez Duval, soyez sérieux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Personne n'est en train de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Professeur Edmond Bilo, on dit que l'œuvre du président Paul Biya est positive. Oui, alors, sur la même lancée, mais vous dites que l'œuvre du président Paul Biya est absolument négative. Non, personne ne l'a dit ici. La question qu'il vous a posée, Roger Justin Noah, et à laquelle vous avez répondu très, très rapidement et très facilement, oui. C'est 17 sur 20, je crois. Au moins. Oui. Il a dit 16, hein? Non, il a dit 16. J'ai dit 16 ou 17 sur 20. Alors, nous prenons le max 17. Oui. Alors, les 3 points, il aurait perdu où, selon vous? Bon, écoutez, rien n'est parfait nulle part. Même dans les plus grandes des républiques, hein, les pays les plus démocratiques, les pays les plus riches du monde. Je vais vous aider. Il aurait perdu les 3 points où? Dans la gouvernance, dans le point économique, sur les questions sociales, il aurait perdu ces 3 points où? Non, il a perdu certainement ces points quelque part. Parce que tout n'est pas parfait. Hein, tout n'est pas parfait, Duval. Tout n'est pas parfait. Et je continue à vous dire que
il n'y a pas de nation sur terre qui soit parfaite. Il n'y a pas de république sur terre qui soit parfaite. Il n'y a pas d'État au monde qui soit parfait. Hein? Dans tous les pays du monde, vous regardez le taux de chômage, vous regardez l'inflation, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pour vous dire que, malgré les difficultés auxquelles le Cameroun a eu à faire face, le président Paul Biya a maintenu la barre de main de fer. Vous voyez? Il y a eu des obstacles à la gouvernance du président Paul Biya. Très rapidement, je voudrais vous parler du coup d'État de 84. Et après, il y a eu une grave crise économique qui a duré presque 2 décennies. Au moment où on essaie de sortir de la crise économique, on est confronté aux attaques de Boko Haram. Et aujourd'hui, le Cameroun a réduit l'influence de Boko Haram à sa plus simple expression. Le puissant voisin, le Nigeria, a voulu faire main basse sur la péninsule de Bakassi. Nous avons récupéré la péninsule de Bakassi. Et aujourd'hui, il n'y a pas 1 centimètre du Cameroun qui soit entre les mains des étrangers, grâce à la maestra du président Paul Biya. Et donc, on devrait féliciter le président Paul Biya pour l'œuvre immense qu'il a accomplie, malgré les difficultés auxquelles il a eu à faire face. Voilà. Roger Justin Noah a écouté le professeur Edmond Bilois. On a la chance d'avoir eu un très bon président, parce qu'avoir 17 sur 20, avec toutes les difficultés qu'il a énoncées, le coup d'État, la crise économique, et obtenir quand même un résultat de 17... La crise du Nozo. Oui, et obtenir quand même 17 sur 20, on a un pays béni. Oui, c'est extraordinaire. C'est encore une manière de frauder, parce que je ne sais pas comment il a fait pour lui attribuer notre 17 sur 20. Vous voulez Mais je commence par le commencement. Depuis quelque temps, il circule sur les réseaux sociaux une épreuve qui serait celle de l'ENAM, où on demande aux étudiants de discuter une citation de Jefferson Kennedy, où il dit « L'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs ». Alors, il faut se questionner si le président Paul Biya s'est entouré des meilleurs. Parce que meilleur pour nous, à notre sens, c'est des gens qui sont compétents dans leurs fonctions, qui respectent les lois et règlements de notre pays. Alors, lorsque vous avez un ministre des Travaux publics qui, plus de 5 ans après, n'arrive pas à boucler les travaux d'une autoroute urbaine de 11 km, Yaoundé-Simalène, est-ce qu'il est l'un des meilleurs? Lorsque vous avez le ministre de l'eau et de l'énergie qui n'a pas pu faire avancer les travaux de construction du barrage de Bini-Warak, qui devrait contribuer 111 MW au réseau interconnecté Nord et ainsi permettre aux populations de ce côté d'avoir de l'électricité, est-ce qu'il est l'un des meilleurs? Lorsque vous avez un ministre qui, en Mondovision, promet des abeilles ou alors des serpents affamés à ses compatriotes, ignorant même l'élégance républicaine, est-ce qu'il est l'un des meilleurs? Lorsque vous avez un délégué général à la sûreté, régional, je vais dire à la sûreté à Douala, dans le littoral, qui insulte un enseignant de haut calibre, reconnu sur le plan mondial et qui fait la fierté des Africains, il insulte le traitant de capacitaire, alors que même la capacité en droit n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que celui-là est l'un des meilleurs? Je pense que vos téléspectateurs terminent. Quand vous avez un sous-préfet qui, en 2021, a interdit une réunion publique de la plateforme des partis politiques travaillant sur la réforme du code électoral, en dépit des dispositions de la loi 055 du 19 décembre 1990 relative aux réunions et manifestations publiques,
qui dit à son article 3 qu'une réunion, quel qu'en soit l'objet, ne peut être interdite? Est-ce que celui-là fait partie des meilleurs? Ça veut dire que, lorsqu'on regarde tout ça, ça veut dire que il a été incapable, durant tout le temps qu'il a passé à la tête de notre pays jusqu'ici, de choisir les hommes compétents qui vont assumer avec élégance leurs fonctions, avec compétence leurs fonctions, en respectant strictement les lois et règlements de la République. Au contraire, il s'est entouré des courtisans qui applaudissent quand il signe un décret pour déléguer le pouvoir au secrétaire général de la présidence de la République. Mais vous avez entendu le professeur Bilor tout à l'heure indiquer qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que le renouveau a obtenu des résultats intéressants. Il a pris le cas des universités pour montrer que, Parlons-en. Le nombre d'universités a augmenté et que c'était fierté du renouveau. Ok, je vais vous dire. Lorsque M. Paul Biya prenait le pouvoir en 1982, le Cameroun avait 9 millions d'habitants. Je pense que le produit intérieur brut par habitant se situe autour de 761 $. Nous en sommes à 40 ans plus tard. La population a triplé. Nous sommes au-delà de 30 millions d'habitants. Mais le produit intérieur brut par habitant a seulement doublé. Il vous parle des universités. Oui, par rapport à la population de l'époque, nous avions une université bien construite. Il faut faire la nuance. C'est une université bien construite, avec des infrastructures correctes. 40 ans après, nous avons des universités dans presque tous les chefs-lieux de région. Sauf que c'est des universités qui ne sont universités que de nom, parce qu'elles n'ont pas d'infrastructure. Elles n'ont pas d'infrastructure. À l'université de Ngaoundéré, vous saviez que l'école de mine à Meganga, c'est dans des locaux occasionnels comme ça. Ils n'ont pas de locaux jusqu'à présent. Vous allez à l'université de Marois. L'école normale supérieure n'a pas de locaux. Ils squattent je pense que c'est l'école normale des instituteurs. Vous allez à Madouala, vous allez à Bétois, vous allez même à Soa, c'est devenu très petit. Il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que c'est ça l'université? Oui, on a augmenté le nombre d'universités. Mais est-ce que qualitativement ça a augmenté? Non. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la qualité de la formation dans l'université s'est complètement détériorée. Lorsqu'il nous parle des lycées et collèges, c'est les parents qui construisent des lycées et les écoles primaires. C'est les parents. Voilà M. Paul Biya qui, d'une manière solennelle, au cours d'un discours à la nation, un 31 décembre, a promis à tous l'école primaire gratuite. Curieusement, 2 années après son discours, l'école primaire n'est pas gratuite au Cameroun. Je pense que le professeur ne va pas me démentir là-dessus. Il sait que l'école primaire n'est pas gratuite, puisque la paix est là. Encore que ces ministres ont fait l'exploit d'officialiser la corruption à travers les APE. Non. Maintenant, sur le plan politique, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que le bilan économique, on le fera au moment venu. Voilà le président Paul Biya qui arrive au pouvoir. En 1990, à travers les luttes des Camerounais, il y a un certain nombre de lois qui sont dites les lois de liberté, qui ont été adoptées, qui ont été promulguées comme des lois. Depuis pas mal d'années, je crois depuis 2016 ou un peu avant, tous ces acquis-là se sont détériorés progressivement. Aujourd'hui, à l'époque, on était en 90, le législateur a pensé à une loi, à un régime de déclaration qui concerne les réunions, les associations, les manifestations, tout ça, et même les partis politiques. Mais aujourd'hui, on n'est plus retombé dans un régime d'autorisation. On ne vous dit pas. La loi dit, par exemple, en matière de réunion, vous recevez le respect immédiatement à la déclaration, mais ça ne se fait plus. Même pour les associations, lorsqu'on a déclaré une association, on devrait vous remettre le respect immédiatement, mais ça ne se fait pas. Ça veut dire que nous avons fait un bond en arrière. En 90, avancé et un bond en arrière. Nous sommes allés dans les années d'avant 82 en matière de gouvernance sur les libertés publiques. Et je termine sur un aspect important qui concerne le code électoral.
d'abord les acquis de la Constitution de 96. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir avec d'autres Camerounais. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec d'autres Camerounais. Vous avez un consensus qui est la Constitution de 1996. Et qu'en 2008, seul, assis dans votre salon, d'une manière la plus élégante possible, vous décidez de revoir une disposition importante de ce dispositif-là, de ce consensus-là, qui était le mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Alors même que cette disposition n'a pas été mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé la disposition être exécutée et voir les failles pour dire on corrige. Il a lui dit, on a fait ça, mais moi je change parce que c'est moi. En politique, il y a quand même l'éthique. En politique, il y a l'élégance. Est-ce qu'il a été élégant? Et depuis lors, il a remplacé, ils vont vous dire au RDPC que non, on a fait des avancées sur le plan électoral. On n'a fait aucune avancée. Aujourd'hui, nous disons, il faut complètement, si on veut s'assurer que le Cameroun qui est assis sur un volcan, parce que vous en parlez tout à l'heure, il faut qu'on le dise, le Cameroun est assis sur un volcan qui peut exploser d'un moment à l'autre. Mais nous disons qu'il faut ensemble qu'on retravaille à travers la réforme consensuelle du système électoral, tout au moins du code électoral, pour qu'on puisse avoir des élections apaisées, des élections transparentes, crédibles, de telle manière que la succession de M. Paul Biya, qui a passé 40 ans sans rien apporter aux Camerounais sur le plan politique, se passe calmement pour nous, Camerounais. Voilà. Edmond Kamgia, au cours, je parlais tout à l'heure du meeting géant organisé à Douala, on a entendu le ministre Laurent Isso, car il faut le dire, en tout cas il y a un certain nombre d'observateurs, d'analystes qui soutiennent que c'est l'une des rares fois où on entend le ministre faire un discours politique. Il a appelé le président Biya à rester au pouvoir. Il a supplié, pour reprendre les termes de la grande tribune, à ne pas prendre sa retraite parce que, dit-il, il y a des fonctions pour lesquelles on ne prend pas de retraite. Mais il y a comme une sorte de réponse dans un certain nombre de journaux, notamment le Messager qui se pose la question, 40 ans, que cherche-t-il encore? Est-ce que vous avez réponse à cette question? 40 ans après, que cherche encore le président Biya? Avant de répondre à cette question, il y a un point que je vais relever en relation avec les débats qu'on a eus avant. C'est qu'il y a un grand professeur d'université, de regrettée mémoire, Roger Gabriel Lep, qui avait une grande théorie par rapport à la gouvernance, par rapport au pouvoir d'État au Cameroun. Il a appelé cela la théorie du triangle équilatéral. Ça n'a pas fait l'unanimité à l'époque, mais il estimait, de sa posture de professeur agrégé de droit public, de sa posture d'observateur de la scène politique camerounaise avant l'indépendance et après l'indépendance, il note que les grilles de lecture qu'il faut prendre en considération ne devraient pas s'arrêter seulement sur l'axe nord-sud. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure sur ce débat l'axe nord-sud. Amadou Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, étant globalement du Grand Nord, notamment la région du nord de l'époque. Aujourd'hui, il y a 3 grandes régions dans le nord, dans la partie septentrionale du pays. À son époque, il y avait que la Damawa et le nord, et également l'extrême nord. Donc, dans la théorie de feu Roger Gabriel Lep, il estimait que, quoi qu'on fasse, il va falloir dans ce pays tenir compte de ce triangle équilatéral en politique, qui fait en sorte que, au-delà de l'axe nord-sud, qui fait en sorte qu'on a eu un président originaire du Grand Nord, et un président de la République, Paul Biya, issu du Grand Sud, il n'y a pas que l'axe nord-sud. Il y a l'axe nord, le Grand Nord, il y a un deuxième bloc qui est le Grand Sud, et le troisième bloc, qui n'a pas encore eu un président, Roger Gabriel Lep l'a appelé le Grand Ouest. Et dans le Grand Ouest, il spécifie les populations, les peuples des Grassfields. Et les Grassfields, c'est précisément les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui ont leur rôle à jouer dans ce que l'on pourrait considérer comme la rotation du pouvoir, la participation effective au sommet de l'État. Et dans ce qu'il appelle le Grand Ouest, il y a 2 groupes linguistiques. C'est-à-dire il y a des francophones de l'Ouest, il y a des anglophones du Nord-Ouest qui estiment que on va
on aura beau tourner, remonter, après le nord, après le sud, l'ouest et le nord-ouest doivent contribuer également dans la prise du pouvoir au Cameroun. Quand je le dis, je rappelle également ce que Paul Biya a dit en 1992, en septembre 1992, lors d'une visite qu'il a effectuée pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Il a dit, quand il est arrivé à l'ouest, le Cameroun se fera avec l'ouest ou ne se fera pas. Paul Biya lui-même reconnaît que l'ouest a un rôle majeur à jouer dans la stabilité politique de ce pays. Et à sa manière, il a essayé de le faire. Quand vous voyez aujourd'hui le président du Sénat, il est originaire de l'ouest. Le secrétaire général du comité central, il est originaire de l'ouest. Mais quand je mets en pratique, quand j'essaie de mettre en pratique la théorie de Roger Gabriel Lep, ça ne suffit pas d'être le numéro 2 dans le protocole de l'État ou le numéro 2 au sein du parti au pouvoir. Il faudra bien, d'après la théorie de feu Roger Gabriel Lep, le futur président de la République, d'après sa théorie, si je devrais l'interpréter ainsi, pourrait sortir de l'ouest ou du nord-ouest, l'ouest francophone ou du nord-ouest anglophone. C'est pour vous dire qu'en définitive, il ne faudrait pas qu'on s'arrête dans des grilles de lecture désuètes ou dépassées. Aujourd'hui, les anglophones estiment qu'ils ont une part, un rôle important à jouer dans ce pays. Après l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, où ils estiment globalement que le candidat qui a gagné les élections, Ni John Fundi du SDF, soutenu par la dynamique de l'Union pour le changement, avait gagné les élections, sa victoire lui avait été volée. Et Ni John Fundi l'a dit à l'époque, sa victoire lui a été volée. C'est-à-dire un anglophone a gagné les élections, sa victoire a été volée. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, le 24 octobre 1992, le président de la Cour suprême de l'époque, Dipanda Mwele, il a sué le jour où il proclamait les résultats. Après avoir lu une litanie d'irrégularités, irrégularités, les yeux étaient focalisés sur deux personnalités dans la salle. Deux personnalités de haute sécurité. Edouard Fouchive, dont on sait le rôle qu'il a joué dans la police politique de ce pays, mais également dans la police de la délégation générale de la sécurité nationale. Donc, à un moment donné, il a même cumulé. Il était le patron du Sénat, patron de la sécurité nationale. Il y avait également dans la salle Gilbert Anzetsungé, ministre de l'administration territoriale de l'époque. Et ces deux personnalités qui ont joué un rôle majeur dans ce qui est devenu la victoire du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Et je souhaite que Alexis Dipanda Mwele, s'il vit encore, qu'il fasse mémoire et qu'il dise la vérité au peuple camerounais sur les véritables résultats de l'élection présidentielle 11 octobre 1992. Là, je parlais par rapport à l'importance de la prise en compte des anglophones dans ce pays qui s'estiment marginalisés et qui ont été incompris. Et on a vu la crise anglophone de 2016 qui s'est transformée en guerre. Et la guerre se poursuit et charrie sur son cortège de nombreux morts. Et aujourd'hui, dans les débats, dans la presse, dans les médias, tout se passe comme si la guerre cachée dans le nord-ouest et le sud-ouest devait rester cachée. Ce sont des Camerounais qui meurent tous les jours. Nous, on parle de succession au pouvoir et personne n'évoque la possibilité pour nos frères et sœurs anglophones d'être pris en compte, y compris dans le projet de constitution fédérale qu'ils ont proposé pendant les années de Braise et que le professeur Joseph Ona a mis dans les tiroirs. Parce que lorsque Joseph Ona, professeur agrégé, a reçu du président Paul Biya le 17 mai 1993 la possibilité, en tant que président de la commission chargée de faire des propositions pour la réforme constitutionnelle qui a débouché sur la constitution du 18 janvier 1996, les propositions sont venues de partout, de nos frères et sœurs anglophones, qui ont proposé, pour ceux que je connais, Simon Munzo, Carlson Anyangwe et un groupe d'intellectuels de cette partie du pays, ils ont proposé une constitution fédérale qui a été rejetée, je dis bien rejetée. Elle n'a même pas été prise en compte par la commission Joseph Ona qui avait été créée le 17 mai 1993, qui était composée de 23 personnalités intellectuelles, juristes, qui ont fait des propositions pour réformer la constitution du Cameroun. Donc, on a mis de côté, et jusqu'à aujourd'hui, on ne tient pas compte de ça. Parce qu'il a fallu une sorte de consensus à l'issue des résolutions de la tripartite pour que les deux tendances fortes qui disaient en clair ceci: il y avait l'État centralisé avec ses faiblesses, ses manquements. Il y avait les partisans de l'État fédéral
Et le consensus est venu de l'idée qu'il fallait aller dans le cadre d'une régionalisation à travers la décentralisation. Et c'est pour cela qu'on est passé de la République unitaire centralisée à une République unitaire décentralisée qu'on a, quand je dis on, le président Paul Biya et son gouvernement ne l'ont pratiquement jamais mis en place. C'est l'une des raisons fondamentales de l'émergence de la crise anglophone en 2016. Parce que ce qu'on leur avait promis à la rencontre tripartite, c'est qu'on devait mettre immédiatement en place la Constitution, faire un comité de suivi qui s'assurerait que la décentralisation serait effective. Mais de 1996 à pratiquement 2021 ou 2022, avec les élections régionales, c'est avec les élections régionales qu'on commence à avoir les débuts de la décentralisation. Plus de 25 ans après, il y a un manque de volonté. Et ça, c'était important de le souligner. Parce qu'aujourd'hui, dans la guerre de succession au pouvoir, ne regardez pas seulement le nord et le sud. Regardez également les Grassfields dont parlait le professeur Roger Gabriel, le professeur regretté Roger Gabriel Lep, qui tenait compte des anglophones et des populations originaires de l'Ouest. Pas seulement Bamoun, Bamileke. Alors, avant de répondre à la question que j'ai posée sur le bilan des 40 ans, peut-être que le professeur Biloa voulait mettre un peu de la braise à votre pipe avant qu'on ne continue. Parce que je n'ai pas répondu. Oui, bien non, vous allez répondre, je vous remets la parole. Parce que je l'ai vu manifester la volonté de réagir, c'est pour ça que je voulais lui donner la parole. Je vais plutôt enlever de la braise à sa pipe. Et comment ça? J'avais beaucoup de respect pour le professeur Roger Gabriel Lep, qui était un aîné dans la profession, et que j'ai rencontré une seule fois au Palais des Congrès. On avait mangé face à face. Lui, il ne me connaissait pas, moi je le connaissais, je me suis présenté, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, mais moi je le connaissais très bien, parce qu'il était très médiatisé. Alors, Lep, justement, a parlé du triangle équilatéral. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie du triangle équilatéral. Parce que le Grand Sud, on peut dire que c'est l'Est, le centre et le Sud. Le Grand Nord, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Le Grand Ouest, c'est l'Ouest et le Nord-Ouest. Mais qu'est-ce qu'on fait du littoral et du Sud-Ouest? Le Sud-Ouest se considère plus proche du littoral que de l'Ouest. Mais il n'est pas raison de mettre l'Ouest et le Nord-Ouest ensemble parce que ce sont les Grassfields. C'est ce que nous on appelle en linguistique les Bantous Grassfields. Donc le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont culturellement proches. Le Nord-Ouest et l'Ouest sont culturellement proches. La seule différence, c'est que ceux du Nord-Ouest sont anglophones et ceux de l'Ouest sont francophones. Okay. Et Lep parle donc du triangle, n'est-ce pas, qui ne prendrait pas en compte le littoral et le Sud-Ouest. Parce que le littoral est francophone et le Sud-Ouest est anglophone. Et le Sud-Ouest a clairement dit qu'il ne s'associerait pas au Grand Ouest. Ils l'ont dit. Le chef Moukete l'a dit. Hein? Tous les grands Camerounais originaires du Sud-Ouest l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit. Non, je vais dire socialement. Okay. Vous comprenez de quoi je parle? Bien sûr. Voilà. Non, alors, donc, ce que je veux dire, c'est que tout en ayant beaucoup de respect pour mon aîné dans la profession, Roger Gabriel Lep, je veux dire que on ne peut pas faire le Cameroun en mettant de côté le littoral et le Sud-Ouest. C'est-à-dire le grand groupe culturel Sawa, qui fait aussi partie du Cameroun et qui comprend aussi des francophones et des anglophones. Okay. Maintenant, tous les Camerounais peuvent prétendre légitimement à la magistrature suprême. À partir du moment où vous avez la nationalité camerounaise, vous pouvez y prétendre. La nationalité camerounaise. Non, je précise que la Constitution indique que le premier critère, c'est d'être Camerounais d'origine, puis de nationalité. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, enfin, parce que vous avez dit nationalité, c'est juste pour éclairer en termes de téléspectateurs. Non, je n'ai pas dit le contraire. C'est pas seulement nationalité, c'est être Camerounais d'origine. En fait, je n'ai pas critiqué mon homonyme Edmond. Voilà, donc Edmond reprend la parole. J'ai apporté de l'eau au moulin de ce qu'on pourra appeler le triangle équilatéral. Okay. Peut-être qu'on pourrait appeler ça autre chose, mais pas triangle.
D'accord. Alors, Edmond, peut-être rapidement pour revenir à la question que j'ai posée en rapport avec le bilan des 40 ans du renouveau. Oui, en fait, cher homonyme Edmond Bilois, toute théorie a ses faiblesses. Mais je rends compte d'une théorie qui a été développée en son temps et dont il faut tenir compte dans les débats. Exactement. Maintenant, pour répondre à votre question, Laurent Esso, qui estime qu'un dirigeant, un grand dirigeant comme le président Paul Biya, selon lui, ne doit pas prendre sa retraite. Mais il est dans son rôle. Il est dans le système. C'est une pointure de régime. C'est un très, très proche collaborateur du chef de l'État. C'est un ancien, il a travaillé, il a été directeur du cabinet civil depuis les années 85, 87. Secrétaire général à la présidence de la République. Il occupait plusieurs fonctions ministérielles, dont le ministère de la Défense, la Santé, des Affaires étrangères. C'est pour vous dire que c'est un très proche collaborateur du chef de l'État. Il a, et ça, selon nos informations, il a la confiance du chef de l'État. Donc, quand il prend une position, il sait pourquoi il la prend. Mais maintenant, je vais analyser et commenter. Quand il le dit, c'est également la casquette partisane du patron du RDPC dans le littoral. Il voudrait que le président national de son parti reste à la tête de l'État. C'est légitime de sa part. Mais en tant que citoyen camerounais, nous estimons que dans la République, il n'est pas bon qu'un président de la République reste au pouvoir pendant 40 ans. Mais voyez-vous, on a commencé à faire le bilan, n'est-ce pas, de la gouvernance du président Paul Biya dimanche dernier. Et j'avais rappelé ici le discours de la succession, n'est-ce pas, que le président Paul Biya avait eu. Et en admirant son illustre prédécesseur, qu'il a qualifié de géant de l'histoire, je rappelle seulement les points clés. Il a dit qu'il hérite d'un pays, de son illustre prédécesseur, un pays en paix, un pays stable, un pays riche et prospère. Aujourd'hui, quand il faut faire le bilan, est-ce que le Cameroun est encore un pays en paix et stable? On ne peut pas dire oui. Le nord-ouest et le sud-ouest sont dans une région de... C'est la guerre civile. C'est une guerre armée où il y a des morts, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et visiblement, le gouvernement, je ne vois pas les efforts qui sont faits pour mettre fin à cette guerre. Parce qu'il n'y a pas encore une volonté réelle de parvenir à un cessez-le-feu. Nous ne sommes pas en paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous ne sommes pas en paix dans l'extrême nord du pays avec les guerres contre Boko Haram qui datent de 2014 et qui continuent. Malgré les efforts de notre armée dans la coalition avec les pays de la sous-région pour contrer cette nébuleuse. Nous ne sommes plus un pays en paix, nous ne sommes plus un pays stable. Le Cameroun n'est plus un pays riche et prospère. Parce que c'est Paul Biya lui-même qui l'a dit. Et il a même dit que sa grande ambition, sa très grande ambition, c'est que le Cameroun reste aussi pacifique que possible, aussi prospère que possible. Mais nous ne sommes plus un pays en paix, nous ne sommes plus un pays prospère. Parce qu'il reçoit du président Amadou Ahidjo un pays à revenu intermédiaire, je l'ai souvent rappelé. Nous sommes passés de pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre, très endetté. On a vu comment l'économie a été plombée. On n'arrive même plus à parvenir aux éléments qui permettent de s'industrialiser. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'eau potable. Je le dis et je le répète au Cameroun. L'eau potable, m'avait dit ma maîtresse, du coup elle mentait un. Et ma maîtresse, du coup, elle mentait deux. C'est une eau incolore, inodore et sans saveur. L'eau potable qui sort de nos robinets, n'est pas potable parce qu'elle a une couleur, elle a une saveur, elle a une odeur. Et très peu de citoyens ont cette eau-là, qui ne respectent pas les qualités d'une eau potable. Et sur l'énergie, malgré tous ces infrastructures, des projets structurants, les grands barrages, lesquels fonctionnent, lesquels ont été inaugurés. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour avoir l'énergie? Je peux vous dire, ici à Yaoundé, depuis quelques jours, et ça a même été annoncé, il n'y a pas d'électricité. Ça a été annoncé pour plusieurs jours, que pendant 4, 5, 6 jours, on n'aura pas l'électricité. Nous fonctionnons au groupe électrogène en ce moment dans ces bureaux. Non, il n'y a pas d'énergie. Et vous voulez qu'on fasse le bilan de quoi qui est positif, professeur Edmond Bilois? Le bilan n'est pas positif, il ne peut pas être de 17 sur 20. Prenez secteur par secteur. On aura rarement la moyenne. Rarement la moyenne. J'aimerais que vous précisez le domaine dans lequel on peut dire le Cameroun a 10 sur 20. Et je voudrais terminer. Excusez, Ival Fangwa.
Mon est passionné aujourd'hui. J'aime mon pays, le Cameroun. Mais je n'aime pas le monument qui se trouve devant l'immeuble Étoile. Parce que ceux qui ont mis ce monument-là n'ont pas de cœur, n'ont pas de patriotisme. Ils n'aiment pas leur pays. S'ils aimaient leur pays, il n'y aurait pas autant de vols. Il n'y aurait pas le Covid-Gate. On attend encore la CAN Gate, le bilan sur les chantiers de la CAN. Et on espère que le chef de l'État va accélérer les procédures et faire en sorte que le tribunal spécial termine tout ce qu'il a commencé en matière de Covid-Gate, en matière de CAN Gate et dans toutes les affaires. Reconnu par un travail formidable des magistrats de la Chambre de compte. Okay. Maître Lavoisier Zapi, un regard panoramique sur les 40 ans du renouveau. Quelle appréciation? Oui, je pense qu'au SIF, on a la même appréciation que tous les Camerounais ont. C'est 40 années de honte. C'est la venue de Paul Biya à la magistrature. 40 années de honte. 40 années de honte pour notre pays. La venue de Paul Biya a été pratiquement la malchance de notre pays. Parce que quand il prend le pouvoir en 1982, Paul Biya a 49 ans. C'est un jeune qui suscite l'enthousiasme. Son premier discours est novateur. Moralisation des comportements, transparence dans la gestion des affaires publiques et compte rendu. On se rend compte que 40 années plus tard, les Camerounais n'ont que leurs yeux pour pleurer. En 1982, quand le président Paul Biya prend le pouvoir, son illustre prédécesseur, comme il l'appelle, a réussi l'exploit de faire que l'intégration nationale soit une réalité dans notre pays. C'est-à-dire que les Camerounais, toutes ethnies confondues, s'embrassaient, étaient des amis, cohabitaient pacifiquement. Aujourd'hui, au Cameroun, le tribalisme bat son plein. Il y a des tribus qui sont vouées aux gémonies, tout simplement parce qu'on a peur que ces tribus puissent accéder un jour au pouvoir. On a vu à l'élection présidentielle de 1992, lorsque Frondi avait gagné, on a vu comment est-ce que les anglophones et les Bamileke ont été pourchassés dans le sud Cameroun. Leurs biens incendiés, ils ont été tabassés et tout ça. Les forces de l'ordre n'ont pas réagi et aucune poursuite n'a été faite. Il nous souvient encore que récemment, lorsque un citoyen est mort dans la région du sud, les boutiques des Bamoun, des nordistes et des Bamileke ont été pillés à Sarmélima. Sous le regard impuissant et sans réaction des gendarmes et des policiers qui se contentaient de regarder comment on pillait les boutiques. Le ministre Jacques Famé-Ndongo est descendu là-bas, s'adresser à un auditoire hétéroclite en patois. Il y avait les Aoussa, il y avait les Bamileke, il y avait les nordistes dans la salle, il y avait les Bamoun, il s'est adressé en boulot. Un ministre de la République, pour bien marquer le tribalisme qui a été érigé comme un système de gouvernance dans notre pays. Lorsque vous prenez le secteur industriel, quand Paul Biya arrive au pouvoir, nous avons au Cameroun une société qu'on appelle Bata, on fabriquait les chaussures au Cameroun. Vous aviez une société qu'on appelait les tanneries du Cameroun. La société des tanneries du Cameroun était une société qui devait travailler les peaux des vaches, les peaux des animaux pour permettre la fabrication des chaussures made in Cameroun. Nous avions au Cameroun la société Zephyr qui fabriquait les vélos. On n'importait pas les vélos au Cameroun quand Paul Biya prend le pouvoir. Tout ça a disparu. Allez dans le domaine agricole. Il y avait la Soderim à Sanchou. L'État avait pris un très grand nombre de terres, viabilisé, et on avait distribué les parcelles aux paysans. Une usine de décortiquage de riz a été installée à Sanchou. Les vestiges de cette usine sont encore là. Il y a la Semri à Yagua, qui devait, le barrage de l'Arc devait permettre à ce que la Semri permette au Cameroun d'être autosuffisant en matière de riz, de production de riz, plus la société de culture de riz de Ndop. Aujourd'hui, là, c'est la Semri, la Soderim a fermé, la Semri à Yagua n'est plus que l'ombre de lui-même. Les anglophones se sont battus tant bien que mal pour maintenir la société de production de riz à Ndop, mais qui ne peut pas couvrir les productions nationales. Et je rappelle qu'un pays comme le Sénégal, qui est à moitié désertique,
est aujourd'hui en train de réussir le pari d'avoir son autoproduction de riz. C'est-à-dire que bientôt le Sénégal ne va plus importer le riz. Le Mali a pris, le Burkina Faso ont pris. Dans ces pays désertiques, là, semi-désertiques, on cultive déjà à grande échelle le riz. Alors qu'au Cameroun, cette culture a disparu. Prenez, Aïdjo avait installé la Sodéblé à Gaoundéré. Moi, quand j'étais élève en terminale, j'ai visité la Sodéblé grâce au ministère du Tourisme de l'époque. Nous avons visité la Sodéblé. La Sodéblé visait à faire que le Cameroun produise le blé de manière industrielle et que le Cameroun n'importe plus la farine. Tout ça, ça a disparu. Prenez le secteur bancaire ou le secteur des assurances. L'État était actionnaire dans toutes les banques du Cameroun. Parce qu'on est un pays en développement. Quand vous créez une banque ou une société d'assurance, vous faites appel à l'épargne publique. Les Camerounais viennent mettre leur argent pour épargner. Les Camerounais mettent leur argent dans les assurances pour prévoir les risques et les dédommagements. L'État était actionnaire pour protéger l'argent des Camerounais de manière que ces sociétés ne fassent pas faillite et ferment. Mais quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir, on a liquidé tous les intérêts de l'État dans toutes ces banques-là. On a fermé Cambank, on a fermé la SCB, la BISEC, qui était 100% État. L'État a revendu ses parts et est devenu aujourd'hui minoritaire dans cette banque-là. La BIAO a été fermée. La BISEC aujourd'hui, la BISEC c'était la BISIC avant. La BISIC était 100% camerounais. C'est avec la Banque mondiale qui a ordonné que l'État se retire de tous les secteurs privés, que l'État s'est retiré. Et parce qu'on avait mal géré. On a trouvé l'ONCPB qui garantissait les prix des produits de base aux producteurs et qui faisait que chaque année, il y avait une augmentation des prix des produits agricoles. L'ONCPB avait une réserve de plus de 500 milliards lorsque le président Paul Biya est arrivé au pouvoir. L'ONCPB a fermé. Donc nous pensons que sur le plan social, sur le plan économique, c'est une catastrophe qui s'est abattue sur le Cameroun. Sur le plan politique aussi, lorsque le SDF est créé en 1990, c'est justement pour faire face à ce déficit de gouvernance qui plombait notre pays et qui faisait que le Cameroun ne pouvait pas évoluer. On a vu la réaction. Le massacre des militants du SDF en 1990 témoignait de la volonté du président Paul Biya de ne pas faire l'ouverture démocratique. Cette ouverture démocratique lui a été imposée. Le SDF a gagné l'élection présidentielle de 1992. Moi, j'ai les résultats de 1992 parce que nous étions au four et au moulin. J'ai défendu le dossier du SDF devant le président Dipandamouele à la Cour suprême en 1992. Nous l'avons défendu, nous avons nos procès-verbaux, nous savons ce qui s'est passé. Mais quand Paul Biya a vu que l'opposition prend le pouvoir, on a durci les choses. À l'époque, il y avait un ambassadeur français qui par la suite est devenu conseiller du président de la République. Yvan Omnes, c'est lui qui met sur pied toutes les stratégies pour changer les procès-verbaux et pour relever les irrégularités dont Alexis Dipandamouele avait parlé pendant ce procès en octobre 92. C'est Yvan Omnes. On l'a récompensé. Quand il a pris sa retraite, il est devenu conseiller à la présidence de la République. Donc, sur le plan politique, c'est un peu ça. Et vous allez voir que les premières élections municipales de 1996, le RDPC perd toutes les grandes villes du Cameroun. Toutes les grandes villes. À Bafoussam, j'avais été élu maire en 1996. À Bamenda, c'était le SDF. En Konsamba, c'était le SDF. À Douala, le SDF avait 5 communes sur 6. À Edea, c'était Yondo Marcel. Au nord, c'était l'UNDP. Alors, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Paul Biya a refusé que les maires des grandes villes, on ne les installe pas. Un an plus tard, il a transformé ces communes en communautés urbaines pour nommer un délégué du gouvernement, pour supplier ceux qu'on a été élus. On va vous parler de démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. Nous avons introduit un recours à la Chambre administrative pour qu'on puisse ramener les choses à la normale et que les élus prennent le pouvoir. Mais jusqu'à ce que le mandat finisse, la Cour suprême n'avait pas ouvert ce dossier, n'avait pas ouvert les débats. Donc nous pensons que moi, je m'attendais à ce que le 4 novembre, qui est également une date mystique dans le pouvoir de M. Paul Biya, je m'attendais à ce que le 4 novembre, Paul Biya enfin libère le peuple camerounais et annonce sa démission. Je m'attendais qu'il annonce son retrait du pouvoir. Oui. Parce que vous savez, Paul Biya est usé,
fatigué. 40 ans de pouvoir, 70 ans de haute administration, parce que quand il arrive en 1962, il commence à la présidence de la République. 60 ans de haute administration, 40 ans de présidence, ça use. Ça use, il est fatigué, il ne gouverne plus. Il faut avoir pitié du peuple camerounais. Parce que quand le ministre Laurent Esso dit qu'il ne faut pas que le président démissionne, parce qu'il y a des fonctions dans lesquelles on ne démissionne pas. On ne prend pas la retraite. On ne prend pas la retraite. Je crois que magistrat hors hiérarchie de son État, je suis très certain que lui, il ne croit pas à ce qu'il lit. Il lit des choses sans y croire. Il dit des choses auxquelles il ne croit pas. Parce qu'il sait que la fonction présidentielle, ce n'est pas la maison d'une personne. Il y a des milliers de Camerounais qui ont des compétences, des aptitudes pour gouverner. Mais les Camerounais ne veulent pas verser un bain de sang pour arriver au pouvoir. Si nous, on voulait déclencher l'insurrection, comme ils ont l'habitude d'accuser les gens, les opposants de déclencher les insurrections. Là. Si on veut déclencher une insurrection au Cameroun, ça ne coûte rien. On va la déclencher, ça va balayer le pouvoir. Mais ce sera au prix d'un bain de sang indescriptible. Nous ne voulons pas de cela. Mais nous pensons que, j'attendais que Paul Biya annonce sa démission. Et je crois que l'opposition, je le dis et je le redis, l'opposition est en train de s'organiser. Quel que ce soit Paul Biya en 2025, ou que ce soit son fils qui est un citoyen français, je le répète, le Cameroun connaîtra l'alternance. Malheureusement, on va sortir, professeur Igoa, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Avec le tableau dressé par Maître Tapi, vous maintenez vos 17 sur 20? Oui, je maintiens que le Cameroun est toujours uni et que l'unité nationale et l'intégration nationale sont des réalités. Malgré les soubresauts qu'il y a ici et là. La crise au nord-ouest et au sud-ouest, on doit reconnaître qu'il y a un problème. Mais la plupart des Camerounais vivent en paix, toute origine confondue, sur toute l'étendue du territoire national. Allez partout, allez partout, les Camerounais vivent en paix. Bon, et il n'y a pas de guerre civile au Cameroun. Il n'y a pas de guerre civile au Cameroun. Les déplacés avant cela, pour finir, Duval, d'où viennent les déplacés? je dois vous dire, et j'ai toujours dit ça à Equinox, que le casting des droits de réponse est toujours déséquilibré. Parce que... oui, j'ai la parole. Edmond Kamgia, ici à ma gauche, il est journaliste et consultant de Equinox, mais il est anti-gouvernemental. Aristide Mono, un autre consultant de... Vous parlez des gens qui sont pas là pour ça. Non, on va s'arrêter là. Attendez. Aristide Mono aussi est anti-gouvernemental. Il n'est pas sur ce plateau. Et les invités que vous avez, le SDF est anti-gouvernemental, le MRC est anti-gouvernemental. Sur ce plateau, un contre trois. Et j'ai toujours dit ça à Equinox. Equinox a toujours des plateaux déséquilibrés. Ils ont toujours des plateaux déséquilibrés. Et il faut reconnaître ça. Professeur Biloa. Oui. S'il vous plaît, on ne va pas faire ce débat. Je n'ai pas protesté. Je vous en prie. J'ai fait passer mes points de vue. Il faut protester. S'il vous plaît. Professeur Biloa. Les plateaux sont équilibrés. Professeur Biloa. Equinox n'est pas équilibré du tout. La liberté d'expression. Equinox n'est pas équilibré. Vous n'allez pas obliger les gens. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Je vous en prie. Equinox, c'est que j'ai dit la vérité. S'il vous plaît. Professeur Biloa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous permettez que je conclue l'émission. Vous permettez que je conclue l'émission. Vous permettez que je conclue l'émission. Alors, je voulais juste rappeler que lorsque je vous ai donné la parole, c'était pour développer un argumentaire. Maintenant, si à la place de l'argumentation, vous choisissez d'aller ailleurs, les téléspectateurs prendront note. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci, Maître Tapi, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Edmond Kamgia. Merci à vous, Justin Roger Noir. Merci au professeur Biloa. Le 17, en ce qui concerne nos prisonniers de Yaoundé. Audience à la cour d'appel de Yaoundé le 17, ça dit jeudi prochain. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droits des réponses en ce dimanche 13 novembre 2022. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.